Dans cet épisode, on discute avec Tom Brie-Chevalier, spécialiste de la viande cultivée et membre du mouvement de l'altruisme efficace. On aborde le sujet des disparités en termes d'efficacité entre les différentes causes qu'on pourrait soutenir. On parle de souffrance animale, d'impact de la consommation de viande sur l'environnement et les risques existentiels que ça engendre. Enfin, on discute des alternatives à la viande, comme par exemple les protéines végétales, les insectes ou encore la viande cultivée en labo. On mettra bien sûr en description de cet épisode la méthode pour donner aux ONG qui sont considérées comme particulièrement prometteuses au sein de la communauté de l'altruisme efficace, des recommandations qui vous permettent de maximiser le bien que vous faites avec vos dons. Voilà, donc là j'ai fini de parler tout seul et je vous laisse profiter de la conversation. Tom, déjà, merci d'être avec nous pour cet épisode. Georges, merci aussi d'être avec nous parce que Georges il avait cours de deltaplane ou je sais pas quoi. Donc on dit pas assez merci à Georges. Donc dans cet épisode, on voulait parler avec toi, Tom, de substituts à la viande. Je sais pas, moi j'avais en tête viande cultivée en labo, insectes et protéines végétales. Mais à la rigueur, tu nous diras s'il en manque. Et en fait, Ouais, il en manque ouais, notamment. il en manque. Ok, donc par exemple quoi? Euh, Notamment ce qu'on appelle les protéines issues de la fermentation, Ah, ça ou c'est pas single végétal, cell ça. proteins en D'accord. anglais. Pardon? Ça c'est pas végétal du Et coup. en fait, c'est une catégorie qui est assez large, on va en parler plus tout à l'heure, mais c'est, Ouais. une des catégories qu'on oublie souvent, quand on parle de protéines alternatives, ouais. Bah cool. Ok. Donc ça nous fait 4 trucs. Et en fait, du coup, quand on parle de substitut à la viande, en fait, ça implique qu'on a des bonnes raisons de chercher à substituer la viande par autre chose. Donc, moi, j'ai l'impression que cette motivation à substituer la viande par autre chose, ça peut être déjà pour des raisons de bien-être animal, d'une part, mais ça peut être aussi pour des raisons environnementales, et donc fatalement de bien-être humain, puisque si on saccage tout et que tout le monde meurt, du coup, c'est pas top au niveau bien-être humain. Et donc, pour commencer, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on essaie d'abord d'essayer d'expliquer, de justifier pourquoi, d'un point de vue éthique, on veut substituer la viande par autre chose. Et avant de se lancer dans cette démonstration, Tom, est-ce que tu peux peut-être rappeler à tout le monde ce que c'est l'altruisme efficace et pourquoi c'est un concept qui va nous être utile, en fait, là, quand on va parler des substituts à la viande? Pourquoi on va pouvoir s'appuyer là-dessus? OK, ouais. Alors l'altruisme efficace, vraiment, si on veut dire ça en une ligne, c'est en gros, les nerds de l'altruisme qui se demandent: «OK, l'altruisme c'est bien, mais il faut qu'on maximise notre impact». Et en fait, ce besoin de maximiser l'impact, c'est pas juste une sorte de logique, je sais pas, productiviste, poussée à son paroxysme jusque dans l'altruisme. Ça vient juste du point de départ qu'on a des ressources limitées et donc si on maximise pas notre manière de faire le bien, comme on a des ressources limitées, du coup, on pourra pas aider autant de gens et fatalement, être moins efficace, c'est aider moins de monde. Donc ça veut dire qu'il y a des morts qui auraient pu être évitées qui ne le sont pas. Et donc, partant de ce principe qu'on a des ressources limitées, et qu'il faut être efficace pour maximiser notre impact et donc maximiser, le nombre de gens qu'on peut aider, les personnes de l'altruisme efficace essayent de rechercher les meilleurs moyens d'avoir un impact positif sur le monde et ensuite de les mettre en œuvre. Et donc en quoi c'est pertinent avec les protéines alternatives? Bah, d'une part, donc l'altruisme efficace, s'inscrit un peu dans la tradition utilitariste, pas que, hein, il y a aussi des altruistes efficaces qui sont pas utilitaristes du tout. Mais il y a quand même une forte influence de l'utilitarisme et historiquement, l'utilitarisme, il a toujours été assez ouvert à la question du bien-être animal. On pense par exemple à L'utilitarisme, Jeremy Bentham. c'est quoi? Tu peux expliquer un peu? Ouais, Enfin, l'utilitarisme, c'est, on va dire, un des 3 grands courants de philosophie morale, OK. et qui, a, pour but, on va dire, de maximiser le bien-être, dans le monde. OK. Alors que, par exemple, le déontologisme va dire que va falloir mettre en place des règles, qui seront jugées comme bonnes, il faudra respecter ces règles. OK, d'accord, d'accord, ça Ouais, il y marche. a Mmh. je fais vraiment très vite, hein, c'est beaucoup plus Bien sûr. complexe que ça Ouais, 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 pas de souci. et ça mériterait presque une émission, à cette question seule. Hem Et bref, du coup, l'utilitarisme, historiquement, a été assez ouvert à la question du bien-être animal. Donc un des premiers représentants de l'utilitarisme, c'est Jeremy Bentham, qui, a cette fameuse maxime de dire, «La question n'est pas, en gros, est-ce qu'ils sont intelligents? Est-ce que ceci? Est-ce que cela?» mais, «Est-ce qu'ils souffrent?»
ce qui en Mmh. fait est assez cohérent avec l'utilitarisme qui est vraiment axé sur, la question du plaisir et de la souffrance d'une manière générale. Bref, Et, hem, heu et et juste pour préciser un peu, de ouais, vas-y, ouais, tu voulais rajouter un truc, non, excuse-moi? juste et du coup donc cette tradition utilitariste, plus le fait que parmi les fondateurs de l'altruisme efficace, on est des gens qui sont intéressés à la question animale, ça Mmh. fait que c'est une question qui est assez présente au sein du mouvement, au même titre que d'autres questions comme, la réduction de l'extrême pauvreté ou la réduction des risques existentiels. Ouais, c'est un des 3 piliers, on va dire, des Ah, 3 OK. axes majeurs de l'altruisme efficace. OK, c'est ça que je voulais te demander parce que en fait, je pense pour moi et la plupart des gens, quand on entend altruisme efficace, tu m'engueules pas, hein, mais en gros, on pense tout de suite à acheter des moustiquaires, contre la Ouais, malaria, parce que en gros, quelqu'un, à un moment, a fait un calcul et s'est dit: «Bah, c'est ce qui sauve le plus de vies». Mais en fait, toi, ce que tu es en train de dire, ouais, c'est que, OK, ça, c'est un mouvement, en effet, agir, on va dire, maintenant avec, le maximum d'impact. Mais tu dis qu'il y a 2 autres filières, en gros un peu décorrélées, j'ai envie de dire, qui sont le risque existentiel, d'une part, et d'autre part, comment on traite les animaux. Et donc, en gros, j'ai l'impression que c'est 3 domaines, en fait, c'est ça? ouais, voilà. En schématisant, on peut dire qu'il y a vraiment, 3 grands piliers dans l'altruisme efficace. Donc D'acc le premier, c'est le plus connu et c'est celui qui historiquement a été porté par le mouvement, c'est la question de l'extrême pauvreté et de la santé globale, donc mmh, notamment dans les pays pauvres. De dire voilà, en gros, comment on peut faire pour, réduire l'extrême pauvreté? Comment on peut faire pour améliorer la santé des gens, qui ont pas accès à des soins de qualité? mmh, 1er pilier. Le deuxième pilier qui est apparu assez rapidement, ça a été celui de la question animale. De dire qu'en fait, si on prend en compte la souffrance animale, dans nos calculs utilitaristes, dans nos raisons de faire le bien et on a de très bonnes raisons de le prendre en compte, on ne prend pas aller plus en détail si vous voulez après, bah, ça fait partie des causes majeures sur lesquelles on aimerait pouvoir, réduire, la cette souffrance-là. Et enfin la question de la réussite existentielle, qui est apparue un peu plus tardivement et qui prend, de plus en plus d'ampleur, dans le mouvement, je pense depuis, sa création. Sachant que risque existentiel, c'est assez large, mais dans les grands risques souvent abordés, il va y avoir, la question de l'IA, la question du risque pandémique, la question du risque climatique aussi, est un peu abordée, mais c'est un peu moins, parce que comme en fait elle est déjà beaucoup abordée par ailleurs, oui, c'est la vrai. truc efficace voit moins en fait son intérêt marginal à le faire, hem, notamment parce que, en gros, pour évaluer, quel problème, à quel problème on doit s'intéresser, la solution efficace a un cadre, un framework que j'utilise souvent, qui est le framework, impact, caractère négligé et on va dire, traçabilité. Donc impact, c'est, à quel point en fait ce problème touche beaucoup de gens et avec quelle sévérité. Donc, je sais pas, par exemple, le rhume, ça touche beaucoup de gens mais c'est pas très sévère. Donc, bon, a priori, c'est pas il y a pas beaucoup d'impact là-dessus. Inverse, tu vas avoir des maladies très graves qui vont, potentiellement causer la mort mais qui vont toucher très peu de personnes et donc résoudre ce problème-là par rapport à un autre problème qui touche beaucoup de gens et de manière importante, c'est peut-être moins prioritaire. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est le caractère négligé, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui s'intéressent à ça ou pas? Mmh. L'idée sous-jacente, c'est de dire que s'il y a un problème auquel les gens se sont déjà intéressés, beaucoup pardon? Non, non, on t'écoutait, mais donc en gros, ce que tu dis, c'est que, bah, le réchauffement climatique, il y a pas mal de gens qui s'y intéressent, donc à la rigueur, vous vous dites: «C'est Ouais, peut-être pas, intéressant d'y investir du temps». Par contre, le problème de l'intelligence artificielle, non alignée ou encore des pandémies peut-être encore plus avant le covid, ça, c'était un peu moins sur le ouais, radar des gens et donc vous vous dites: «Bah, là, ça peut valoir le coup, quoi», en gros. voilà, c'est une des raisons pour lesquelles le changement climatique est moins, moins Ouais, prégnant et en OK. fait, l'idée sous-jacente derrière le caractère négligé, c'est de dire que, quand tu as un problème qui a pas encore été trop, investigué, Mmh. on va dire que toutes les quick wins, toutes les Ouais, progrès d'accord. rapides, auront pas déjà été découverts. Alors que les progrès Mmh. rapides sur des problèmes qui sont connus depuis longtemps, où il y a déjà beaucoup de gens qui s'y penchent, sont plus importants. Donc, on va dire que l'utilité marginale, le bénéfice marginal d'avoir une personne en plus qui bosse là-dessus va être plus faible. Ouais. Et enfin, la dernière question, c'est, en gros, à quel point on peut résoudre ces problèmes, et à quel point on peut vraiment, savoir si on fait des progrès sur ce problème-là. Mmh. Si tu as quelque chose qui est négligé, et qui touche beaucoup de gens, mais en fait qu'on a littéralement aucun moyen de le résoudre pour le moment, bon bah, ça vaut peut-être pas le coup de mettre des efforts, dans ce problème-là. Ouais. Voilà. Hem,
Moi, j'aimerais bien revenir sur un peu pour les auditeurs aussi qui connaissent pas l'altruisme efficace. C'est quoi un peu les caractéristiques saillantes, tu vois, genre par exemple, moi j'ai lu genre la hiérarchisation des causes, peut-être le classement, le ranking des acteurs. Est-ce que tu peux un peu détailler c'est quoi les caractéristiques enfin, principales de l'altruisme efficace? Ouais, je pense que la caractéristique essentielle, c'est vraiment l'approche, evidence-based, de dire que les décisions qu'on va prendre, les causes qu'on va mettre en avant, les associations qui, au sein des causes qui œuvrent sur des problèmes, on va mettre en avant, on le fait uniquement parce qu'on a des preuves, des études qui montrent que c'est utile. Un Hmm. exemple, par exemple, qu'on peut donner, c'est, si on veut, je sais pas, augmenter la scolarité dans les pays en développement, c'est quoi le plus efficace? En fait, ça, c'est une question à laquelle on peut répondre empiriquement. On peut faire des études qui nous diront, bah, pour 100 investis dans telle action, vous allez avoir, plus 10 années d'école par enfant. Heu, pour 100 investis dans cette action, vous allez avoir, plus 5 années d'école par enfant, et cetera. Donc en fait, comme c'est des questions d'ordre empirique, on peut y répondre, facilement avec des études. Et la Tchousmika, c'est vraiment, on va dire, d'une part, la réflexion philosophique en amont, de dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut être fait? Donc avec un aspect normatif, et donc pour ça qu'il y a beaucoup de philosophes dans le mouvement, qu'on se pose plein de questions sur des problèmes très bizarres et qu'on passe pour des gens très chelous régulièrement. Donc ouais, cet aspect normatif, on se pose des questions, et une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, c'est comment on fait pour le faire de la manière la plus efficace possible? Quelle est la meilleure manière de le faire? Donc là, c'est des questions d'ordre empirique, et qui nécessitent d'avoir, des études de terrain, d'avoir, bah, une approche evidence-based et d'utiliser la démarche scientifique, du mieux possible. Moi, Et j'aimerais justement, bien ouais. revenir sur, pardon, j'aimerais bien revenir sur l'aspect normatif, Ouais. parce que je pense que c'est un truc qui peut choquer beaucoup de gens, tu vois? À tort ou à raison, j'en sais rien. En gros, genre, enfin, est-ce que tu peux détailler, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on délaisse telle cause au profit de telle autre parce que telle autre contribue plus à l'amélioration du bien-être global? Enfin, comment ça marche? En fait, non, l'aspect normatif, c'est juste, de se demander ce qu'on doit faire. Ouais, En fait, en gros, tu vois quelque chose de descriptif, de dire, je sais pas, tel problème, cause, 6 millions de morts par an, tu vois? Ça, c'est descriptif. ouais, Mais ça te dit pas si on doit s'intéresser à ce problème ou pas. Mm. L'aspect normatif, c'est de dire: «OK, on a tel problème et on doit le résoudre». Heu, Tu vois? C'est vraiment de ce qu'on doit faire. Pas ce que sont les choses, mais ce qu'on doit faire. Mais ok, Et donc l'idée, c'est de dire, c'est de se demander: «OK, avant de juste regarder les études scientifiques, qu'est-ce qu'on doit faire?» Notamment, bah, si par exemple, dans la Tunicasse, on se dit: «OK, bon, bah, on a réfléchi, en fait, on doit prendre en compte la réduction de la souffrance animale». Ça fait que les solutions qu'on va suggérer seront pas les mêmes que si on disait: «Non, non, en fait, la souffrance animale, on s'en moque, ça rentre pas dans nos calculs». Notamment si par exemple, parfois, tu peux avoir, une sorte d'arbitrage à faire entre une action qui aura, je sais pas, un bénéfice, important pour les humains, mais beaucoup de souffrance animale en plus, et un bénéfice qui aurait, un peu moins enfin, pardon, et une action qui aura moins de bénéfices pour les humains, mais un aspect très négatif, pardon, je me ouais. mêle un peu. En gros, parfois tu peux avoir des arbitrages, et en fait, c'est important de savoir ce que tu veux faire, quel résultat tu veux atteindre, parce qu'en fonction des objectifs que tu t'es fixés, tes arbitrages seront pas les mêmes. ouais, Et donc ça, c'est c'est la question normative, c'est les objectifs que tu fixes. ouais, ben en fait, on en avait parlé un peu dans le bouquin de Toby Ord où en gros, bah, en fait, c'est pas évident. Tu sais, si tu te dis, si tout le monde demain, meurt dans son sommeil sans souffrance, est-ce que c'est grave? Est-ce que faut privilégier les gens qui sont là maintenant, qui vivent, ou est-ce que faut privilégier les générations futures? Tout ça, c'est des trucs qui sont, entre guillemets, des problèmes philosophiques assez complexes que vous allez vous poser. Mais en fait, le truc, c'est que, j'ai l'impression que même la plupart des gens, monsieur et madame tout le monde, en fait, ils ont pas forcément conséquence que, entre 2 associations, d'aide, en fait, souvent, il peut y avoir des ratios énormes entre le bien qu'elles font. Il peut y avoir des ratios, de 100 à 1000, et je pense que ça, pour, Ouais, monsieur et totalement, madame tout même le plus. monde, c'est pas évident. Moi, j'avais vu un exemple où, en gros, c'était un gars qui avait financé, peut-être que tu connaîtras Tom, il avait financé un manège pour enfants en Afrique, et en gros, quand tu poussais le Ouais, Play manège, Pump. voilà, c'est ça. Donc quand tu poussais le manège, en gros, c'était censé, tu vois, pomper l'eau, pour le village.
Et donc, toutes les entreprises, tous les mecs étaient trop contents et tout parce que le jeu des enfants amène de l'eau au village. Et en fait, en pratique, c'était pas une très bonne idée parce que du coup, le truc, en fait, il tourne pas. Enfin, et en final, c'était, je crois, les femmes du village qui devaient tourner la roue. Et en fait, enfin, concrètement, ce que je veux dire, c'est qu'on a des exemples où, sans philosopher forcément très longtemps, l'altruisme efficace est quand même une approche qui te dit rappelle-toi que c'est quand même plus malin d'acheter ton Twix à 1 € que de l'acheter à 1 000 € dans le magasin d'à côté. Enfin, en gros, qu'il y a quand même des ratios énormes entre les. Je sais pas si tu peux réagir à ça, Tom. Hop. Non, ouais, je souscris totalement à ça. Donc en fait, Play Pump, en gros, pour compléter un peu ce que tu venais de dire, Ouais, le vas-y. truc, c'est que quand tu pompes de l'eau, tu as besoin d'un effort qui est continu. Sauf que un manège, enfin, c'est ce qu'on appelle les merry-go-round en anglais, un tourniquet, je crois en français. L'idée, c'est qu'en fait, Oui, tu oui, pousses oui. et après, ce qui est marrant, c'est de te laisser pousser, tu vois. C'est pas de Bah oui, pousser en sans déconner, permanence. Et en fait, du coup, tu avais un système qui était, enfin, pas fun, voire dangereux pour les enfants. Parce que s'ils arrêtaient de pousser, ils pouvaient se blesser en étant projetés du truc, qui était plus coûteux à entretenir et plus difficile, enfin, fallait plus d'efforts pour pomper une même quantité d'eau. Et ça coûtait plus cher. Donc, en fait, c'est un truc qui est pas une bonne idée sur le papier. Mais en fait, quand tu l'essayes et qu'après tu regardes comment les gens l'utilisent, bah, en fait, tu t'aperçois que le truc est un échec total. Mm. Et tu te dis: «Mais en fait, ce truc, Play Pump, enfin, là, on en parle vite fait, on se dit: "Non, mais c'est un truc marginal, personne n'a financé ça" et cetera». Mais en fait, ça a reçu des dizaines de millions de dollars d'investissement. Ouais. La fondation, Clinton avait pareil promis, des millions de dollars pour ça et c'était vraiment un gros truc à un moment de dire: «Attends, regardez, ça y est, c'est la solution», Ouais. et ce qui est dingue, c'est qu'alors que tu as des millions de dollars investis, personne, s'est demandé: «Non mais attendez, est-ce que ça fonctionne vraiment ce qu'on est en train de faire?» Quand tu penses, ça paraît assez ahurissant et c'est en fait, il y a un impensé dont on se rend pas forcément compte dans le mouvement, altruiste caritatif en général, où c'est un peu mal vu parfois de questionner l'efficacité des actions. Parce que c'est vu comme ramener une logique, productiviste, et un peu, je sais pas, néolibérale, dans la manière de considérer l'altruisme. Alors qu'on se dit: «Bah non, l'altruisme, ça vient du cœur, ça doit être quelque chose de sincère et de pur» et en fait, on va pas le pervertir avec des considérations de, comment rendre plus efficace. Je caricature un peu, hein, mais c'est un discours que j'ai déjà entendu quand je Ouais. parlais d'altruisme Et efficace. c'est mal vu d'en Moi, parler moi, aussi, hein. Je sais pas si tu peux Ouais, réagir là-dessus. C'est totalement, qu'en ouais. gros, les gens considèrent que c'est un peu gauche de dire ah bah moi je donne à ça et c'est vachement bien, alors qu'au final c'est le meilleur truc que tu peux faire parce que tu vas convertir d'autres gens en fait. Je sais pas si tu peux. Ouais, non, 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 c'est mal vu et surtout, on n'aime pas attaquer, en fait, les gens qui font déjà des efforts. Heu, tu quelqu'un qui donne, je sais pas, 100 € par mois à une asso, c'est Mhm. compliqué de lui dire: «Bah, tu sais, l'asso que tu donnes, ce qu'elle fait, Ah c'est oui, pas d'accord. fou et tu verrais beaucoup plus de gens se tenir à telle asso», tu vois? Ou dire: «Ah oui, ces Ouais. gens, en fait, qui se démènent pour faire le bien, mais en fait, ce qu'ils font, c'est pas top» et tu vois, c'est ouais. assez mal vu de Mm. critiquer les actions positives, même quand c'est fait de manière, bien intentionnée avec l'objectif d'aider les gens, c'est presque tabou parfois. Ouais, je te rejoins là aussi. Mm. Moi, Mm. je l'ai constaté également. Mais juste pour essayer de mieux comprendre la démarche de l'altruisme efficace, du coup, en gros, vous recherchez des problèmes ou des causes qui sont partagées largement et qui génèrent un niveau de souffrance conséquent et qui sont assez peu traités, dans le sens où les quick wins n'ont pas été déjà implémentés. Euh, donc, une fois que vous avez trouvé ces causes-là, vous essayez de chercher des acteurs qui sont pertinents pour les adresser et vous essayez de mesurer leur impact. C'est ça un peu la démarche globale où il y a des trucs que je rate. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Donc en fait, la première question qu'on se pose, c'est, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? En fait, ça veut dire quoi faire le bien? Ça veut dire quoi avoir un impact positif sur le monde? Parce qu'en fait, tu peux dire: «Bah non, la morale, c'est relatif, tout le monde a sa propre idée de ce qu'est le bien et cetera». Donc en fait, faut se mettre d'accord sur un cadre moral qui permet d'évaluer, ce que c'est que faire le bien, avoir un impact positif. Donc on définit ce cadre moral, on définit les objectifs à atteindre, on peut en prévoir la souffrance. La souffrance de qui? Des humains, OK, des animaux, OK, des générations futures, OK aussi. Donc ouais, qui est concerné? Hem Et juste quand tu et dis on, ouais. c'est-à-dire genre, il y a une forme de consensus dans la communauté où il y a plusieurs écoles, enfin comment ça marche?
Non, donc il y a évidemment enfin, c'est pas un bloc monolithique dans l'AE. Ouais. Mais après, en fait, on va dire que tu as une sorte de... Les gens dans l'AE se reconnaissent, on va dire, dans certains principes génériques et un peu méta, Ouais. sur les manières d'évaluer ça. Et donc, voilà, les gens sont appartenus à l'AE, même si t'en as un qui va penser que le plus important, c'est de privilégier, je sais pas, la cause animale, et un autre qui va penser que le plus important, c'est de privilégier l'alignement de l'IA. Mais en fait, comme on se reconnaît dans d'autres valeurs un peu plus méta, on c'est pas gênant d'avoir ces divergences-là. Ok. Sachant qu'après, on sait aussi que tout le monde a sa propre empreinte personnelle qui fait qu'il va être plus efficace pour un truc, plus touché par un sujet. Euh, mais oui, il y a quelques divergences quand même. Parfois, il y a des divergences fortes de gens qui sont pas du tout d'accord avec tel aspect de l'AE, mais qui se reconnaissent dans d'autres aspects et qui vont quand même se reconnaître dans le mouvement. Donc, non, il y a quand même des différences. Bah, Ok. vas-y, ouais. Je sais pas si c'est indiscret, mais est-ce que toi, par exemple, tu pourrais nous dire, toi, c'est quoi personnellement tes objectifs? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Alors, moi, aujourd'hui, comment j'apprends mon action positive, en gros, c'est via mon travail, l'aspect Ton choix de professionnel. carrière. Je vais essayer de lutter pour diminuer la souffrance animale. Et via l'aspect financier, donc l'argent que je vais donner tous les mois, je vais plutôt m'intéresser à la réduction de l'extrême pauvreté et l'amélioration de la santé globale. Et de mon côté, je suis un peu moins touché par la question de la réduction des risques existentiels, pas parce que je pense que c'est pas important et je respecte beaucoup les travaux qui sont faits là-dessus, et notamment la question du risque pandémique. Je m'y intéressais déjà dès 2017 et j'ai écrit des articles en disant putain, c'est vraiment négligé, il faudrait s'intéresser à ça, c'est hyper important. Mais juste, en fait, c'est là où j'ai moins de compétences euh, et où je suis moins facilement, on va dire, intrigué par ces sujets. Du coup, comme il y a déjà beaucoup à faire dans les autres causes, je préfère bâtir mon expertise sur ces sujets-là pour être plus performant et cet aspect-là à d'autres gens plus compétents ou qui sont plus facilement motivés par ces enjeux. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est très clair. Ok, super. Et Et, ok, euh, d'accord. et juste pour, je pense qu'il faut qu'on prenne cette occasion-là pour faire un peu de concret. Je voulais juste expliquer en fait aux gens. Là, si vous allez sur le site de altruismeefficace.org, en fait, c'est super simple. En gros, vous allez sur Guide du don efficace, ONG recommandées. Et donc là, ils vont vous recommander tout un tas d'ONG. Donc, par exemple, en premier, vous avez la Against Malaria Foundation, hein, si on parle d'acheter des filets à moustiques. Et en gros, ça va vous rediriger vers un truc qui s'appelle la fondationdefrance.org. Donc ça va vous rediriger vers ce site-là. Là, vous pouvez choisir Royaume-Uni et vous pouvez en gros mettre le montant de votre don, ce que vous voulez donner. Et donc il y a deux choses peut-être à préciser, c'est que déjà c'est très important d'automatiser son don, parce que comme ça, vous n'êtes pas obligé de tous les jours ou tous les mois vous dire, vous rappeler est-ce que vous avez envie d'être une bonne personne ce jour-là. Donc automatiser, c'est important. Et pour une raison obscure, quand vous faites un don à travers la Fondation de France au Royaume-Uni, c'est considéré comme l'Europe et vous pouvez le déduire de vos impôts. Donc en gros, vous pouvez donner 3 fois plus, quoi. En gros, donc ça, c'est aussi l'astuce. Normalement, c'est aussi simple que ça. Je sais pas si Tom, tu as des trucs à rajouter. Non, non, c'est très clair. Et donc, nous, nos recommandations, en fait, on les fait pas directement à AEF, mais on va juste relayer le travail qui est fait par des organisations comme GiveWell, qui s'intéressent vraiment à ces Ah questions oui. en profondeur. Et juste, enfin, je pense que c'est important d'ajouter que l'altruisme, c'est pas que le don, en fait. Enfin, donner de l'argent, c'est un des moyens d'être altruiste, mais il y a aussi un aspect très important qui va être de dédier, par exemple, sa carrière ou du temps. Et Ah oui. notamment, il y a une asso dans la rue qui s'appelle 8000 Hours, donc 80 000 heures, qui correspond en gros au Ouais. temps que vous avez travaillé dans votre vie. Voilà, c'est peut-être un peu déprimant comme info, désolé. Et l'idée, c'est de dire qu'en fait, ces 80 000 heures, en fonction de si vous voulez dédier à une action qui sera moralement neutre, moralement bénéfique ou même moralement mauvaise, je sais pas, si vous êtes lobbyiste pour le tabac, bah, en fait, ça va jouer énormément sur l'impact que vous allez avoir au niveau personnel. Et il faut vraiment pas négliger en fait l'impact de sa carrière sur le côté, sur ce qu'on fait d'altruiste. Je pense que c'est quelque chose dont on se rend de plus en plus compte. Enfin,
il y a beaucoup de jeunes maintenant qui veulent œuvrer pour le climat et qui refusent un métier qui n'a pas de sens pour eux, et c'est très bien. Mais en fait, voilà, c'est jamais trop tard pour se réorienter vers une carrière positive, efficace, bénéfique pour le monde. C'est un aspect sur lequel on met beaucoup, beaucoup l'accent dans l'AE. Mm. De même qu'éventuellement le fait d'être bénévole dans certaines associations ou pour certains mouvements. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes qu'on peut faire et ça ne se limite pas aux dons. Et j'ai Et, vu qu'il y avait des gens qui faisaient des pledges, alors je sais pas comment on dit en français des pledges, mais en gros, Ouais, les des gars, promesses juste, de dons, ouais. ouais, voilà, et les gars, ils disent en gros, bah, je vais donner 10% de mon salaire Ouais, lifetime, quoi. Et ils sont, il y a une liste de gens qui ont fait la pledge, quoi. Et je trouve ça fou. ouais, moi je l'ai signé aussi, ouais. Je donne 20% de Allez. mon salaire tous les mois. Ah, voilà, bah, et, et, et- ça c'est fou quand même. et Tom, je voulais te demander, Ouais, l'altruisme efficace, j'ai l'impression que ça existe depuis quand même pas mal de temps. Euh, bah, bon, début 2010, fin 2000, début 2010, on va dire, ouais. fin 2000, début 2010, ok. Donc depuis une dizaine d'années. Et après, je suis pas assez renseigné, mais j'ai quand même l'impression que enfin, que quand même peu de gens connaissent l'existence de ce mouvement. Et voilà, donc est-ce que tu peux nous donner un peu la dynamique du truc? Est-ce que tu sens que c'est un mouvement qui s'accroît, qui grandit? Et pourquoi, à ton sens, il souffre encore d'un déficit de notoriété ou pourquoi si peu de gens le connaissent? Ouais. Alors, je pense, enfin, ce que je dis est en partie vrai, mais j'aimerais aussi un peu le nuancer. Déjà, le mouvement est beaucoup plus connu, par exemple, au Royaume-Uni, aux États-Unis, enfin, on va dire dans les pays anglo-saxons. C'est beaucoup plus populaire qu'en France. Et en France, il y a une sorte de barrière culturelle et philosophique qui est assez importante, j'ai l'impression. Notamment parce que la philosophie continentale, elle est assez éloignée de la philosophie, on va dire, anglo-saxonne, analytique, euh, qui, je pense, à mon avis, hein, c'est pas vraiment à mon nom, peut freiner le fait de se reconnaître dans les valeurs de l'AE et dans sa philosophie, etc. Et ensuite, après, l'AE, c'est pas un mouvement qui a pour en volonté de grandir à tout prix. Parce qu'en fait, quand tu as un mouvement qui grandit trop vite, le souci, c'est que tu peux avoir des gens qui vont mal assimiler les valeurs de ton mouvement, qui vont mal le comprendre, et qui après, en fait, peuvent lui donner une mauvaise image ou mal le représenter. Je sais pas, c'est quelque chose qu'on a pu voir, je sais pas, dans les mouvements comme le New Atheism, ou peut-être Ah même une oui. certaine mesure le mouvement zététique en France, où en fait, c'est des mouvements qui ont grandi très vite, et parfois, bah, les fondateurs ou les gens un peu qui ont initié le mouvement ont du mal à se reconnaître maintenant dans ces mouvements, dont les valeurs ont pas mal dévié, et parce que aussi, la massification qui s'est faite, c'est faite au détriment d'une acceptation d'un noyau commun, d'une bonne compréhension des bases communes. Et je pense dans l'AE, on veut pas grandir à tout prix, et on veut aussi chercher à cibler les personnes les plus, on va dire, pertinentes, c'est-à-dire celles qui seront les plus susceptibles d'être touchées par notre discours, et en même temps celles qui ont potentiellement le plus grand impact positif. Ça a comme défaut de faire que l'AE, c'est un mouvement qui est un peu élitiste, enfin malheureusement, faut le dire, et personnellement je le déplore, mais je pense que c'est un vrai défaut du mouvement, parce que, bon, on va favoriser la communication dans les grandes universités, dans les endroits où en fait les gens auront une carrière qui feront qu'ils auront plus d'impact que des gens qui feront une carrière où ils seront moins en mesure d'avoir un impact très fort sur le monde. Euh, on peut avoir un impact positif important, peu importe son métier, peu importe sa carrière. C'est vraiment pas ça le message enfin, je veux vraiment pas laisser penser l'inverse. Mais si, je sais pas, on a fait Harvard, bah, il y a plus de chances qu'on ait un métier où on va pouvoir diriger des quantités importantes d'argent, par exemple, vers certaines causes, ou faire des recherches très précises, etc. Ce qui fait que le mouvement va cibler certaines catégories euh, prometteuses et éviter d'être trop euh, répandu par risque en fait que les valeurs du mouvement soient mal interprétées, mal comprises, et qu'il y ait un peu un dévoiement de la philosophie du mouvement. Après, je pense qu'en France, on est encore loin du stade où il y a trop de gens qui le connaissent. Ouais. Juste en fait, quand on en parle, j'aime bien, enfin, c'est bien d'en parler en étant sûr que notre message va bien être compris, et Mm. pas faire de la vulgarisation à tout va, juste en se disant, bah, en gros, vaut mieux être connu que ne pas être connu. On n'est pas trop d'accord avec ça en se disant, non, non, c'est bien être connu, mais de s'assurer d'être connu avec le bon message.
Ah, c'est hyper intéressant. Et est-ce que, genre pour poursuivre un peu la question, c'est quoi les critiques qui sont le plus souvent adressées à votre mouvement? Enfin, c'est 2 questions en une, c'est genre, quelles sont les personnes qui sont le plus susceptibles d'être sensibles à, l'altruisme efficace et d'adhérer à son mode de fonctionnement? Et à l'inverse, tu disais, parfois en France, c'est une culture différente. Quelles sont les personnes que ça hérisse, que ça irrite et enfin, que c'est très dur de convaincre là-dessus? Et dans un troisième temps, genre, quels sont les arguments un peu à l'encontre de votre mouvement, que tu as observé? Bah, c'est des chouettes questions et je pense que c'est important de l'autocritique aussi. Donc dans les personnes qui sont vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que ça frise un peu. Ouais, on Ouais, non, t'entend, je t'inquiète. t'entends. OK, tu sais Kimia qui a frise alors. Donc parmi les personnes qui sont, les plus enthousiastes, je dirais que c'est des gens qui, sont assez curieux de base, des gens qui, ont un intérêt pour, la science, la démarche scientifique en général, et des gens qui, aussi, sont sensibles à la volonté de, entre guillemets, «faire le bien», même si enfin, c'est très manichéen comme formule, mais on va dire, des gens qui veulent donner un sens à leur vie et à leur carrière. En gros, si vous êtes quelqu'un qui veut donner un sens, à sa vie, avoir un impact positif, qui est intéressé par la science, c'est un peu le public, qu'on va chercher à toucher. Heu, Notamment si c'est une personne qui va dire encore au début de sa carrière et qui a encore le temps de se, rediriger vers une carrière pertinente par rapport à une autre. Heu, Pertinente dans le sens efficace. Dans les gens pas trop sensibles, bon, il y a plusieurs publics. Je pense qu'il va y avoir des gens qui, soit, sont vraiment, très imperméables à toute idée, d'avoir une vie altruiste. C'est triste, mais ça existe. Des gens qui disent en gros: «Bah, c'est pas mon problème, en gros, moi, il y a ma famille, mes proches et le reste, je m'en fous, quoi». Et peut-être que c'est des gens qu'on pourrait convaincre avec beaucoup d'efforts, mais pourquoi on investirait, 100 heures pour convaincre une personne comme ça, au lieu de C'est pas convaincre, efficace. c'est C'est ça. En fait, pareil, vraiment, ouais, on a un temps limité aussi nous et on va pas chercher à tout prix à convaincre les gens qui sont très éloignés de nos idées de base. Hmm. Quelqu'un qui me dit: «J'en ai rien à foutre de l'altruisme», bon, voilà, je C'est vais des, pas chercher plus longtemps c'est des gens et ça qui ont existe cette idée de malheureusement. mérite aussi pas mal ancrée, Ouais, ouais, qui voilà. se disent bah, moi je mérite En les fait, ces trucs. Ouais, caricatures seraient un peu les gens, avec un discours très, libéral, méritocratique de droite, quoi. Je caricature un peu, hein. ouais, ouais. Mais voilà, c'est vrai comme ça et à l'inverse, il y a des gens aussi, plutôt très à gauche, qui vont pas aimer l'altruisme efficace pour son aspect, un peu froid et calculateur, Ouais. et pour l'aspect, selon eux, qui est que, l'altruisme efficace ne s'attaque pas vraiment aux problèmes, systémiques et institutionnels. C'est-à-dire Hmm. que, voilà, si je caricature, l'altruisme efficace a pas pour objectif de mettre en place une révolution, communiste et dans un sud capitaliste. Donc c'est pas bien. On peut en fait, on peut défendre peut-être que c'est ce que devrait faire le mouvement, hein. Ouais. Il y a des tentatives de réconciliation marxiste et de l'altruisme, ça existe, mais c'est clairement pas majoritaire dans le mouvement et bah, pour les gens qui ont une approche révolutionnaire, bah, l'AE pour eux, c'est vraiment pas quelque chose qui les tente et qui au contraire, en fait, peut divertir les efforts, qui seraient nécessaires pour la révolution à des efforts pour, on va dire qui traiteraient juste, les symptômes plutôt que le mal intrinsèque, Hmm. qui serait, le capitalisme, par exemple. ouais. Donc ça, sur les idées un peu politiques, il y a un peu ces choses-là. Après, il y a juste des gens qui sont mal à l'aise avec l'idée de hiérarchiser les causes. Ça rend des gens mal à l'aise, qui trouvent que c'est pas quelque chose de bien. Hem, ou des gens qui sont assez éloignés, philosophiquement de l'utilitarisme, on trouve aussi. Encore une fois, je caricature un peu, hein, enfin, il y a des gens qui ont des, pensées beaucoup plus subtiles que ça, pour rejeter l'AE. Hem, mais C'est les vraiment gens qui aiment bien schématiser en catégorie, c'est un peu ça. c'est les gens qui aiment bien le manège, le, le manège qui pompe. Non, Ouais, il y a aussi ça. mais Bah, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, en tout cas, c'est mon échantillon personnel qui est pas nécessairement représentatif. Mais en tout cas, moi, dans mon entourage, c'est le principal grief, c'est le fait d'être mal à l'aise avec ce système de hiérarchisation des causes. Ouais, Euh, et après, c'est peut-être que je suis pas assez informé ou pas assez convaincant. Mais le fait est que à chaque fois que j'avais ce type d'opposition, j'ai jamais réussi à convaincre mon interlocuteur. ouais, bah, je pense qu'on en revient à la question, du départ qui est de dire qu'on a des ressources limitées hmm. et en fait, si tu «discrimines pas les causes» entre guillemets,
ça veut dire que tu vas aider une seule personne là où tu aurais pu en aider 10. Donc au final, tu as plus de personnes qui vont mourir ou souffrir, juste parce que toi, dans ton esthétique de l'altruisme, tu ne veux pas discriminer les causes, tu vois. En fait, je pense que c'est aussi une question vraiment juste parfois d'esthétique de qu'est-ce que c'est qu'être altruiste, tu vois. Une sorte de même parfois de pureté qu'on veut. Et voilà, on se dit non, mais en fait, il faut pas discriminer les causes. Tous les problèmes sont importants, toutes les vies humaines sont importantes. Et oui, en fait, c'est parce que les vies humaines sont importantes qu'on doit discriminer entre une cause qui permet d'en sauver une ou 100 pour une quantité équivalente. En fait, si tu refuses de hiérarchiser les causes, c'est comme si tu admettais que certaines vies, elles plus que d'autres. Tu vois? Si Ouais. tu dis, ah ben non, je vais pas, en gros, ouais, je vais pas plutôt lutter contre les gens qui souffrent du paludisme. Enfin, pardon, je vais pas privilégier la lutte contre le paludisme à la lutte contre le cancer, alors même que tu pourrais aider beaucoup plus de gens avec la même somme contre le paludisme. En fait, implicitement, c'est dire que les gens qui souffrent du cancer ont une vie qui vaut plus à tes yeux que ceux qui souffrent du paludisme parce que t'es pas prêt à, Oui. tu vois, enfin, Oui. Ouais, en bah, parce Et, gros, qu'en fait, c'est ça, par une... exemple, pour 3 000 euros, tu pourrais sauver une vie pour le paludisme, alors qu'il te faudrait, je sais pas, 100 fois plus pour une vie contre le cancer, tu vois. En fait, tu as des équivalences, quoi. Ce qui fait Ouais, que nécessairement, tu fais des arbitrages implicites, quoi. c'est ça. Et moi, je trouve ça intéressant, en fait, vraiment de renverser un peu presque l'accusation en disant, bah, en fait, non, si on hiérarchise pas, c'est qu'on donne pas une valeur égale à toutes les vies. Parce que si on donne une et, valeur égale à toutes les vies, bah, à ce moment-là, c'est logique hein, de privilégier les actions qui permettent d'en sauver plus pour la même quantité de ressources. mais justement, en fait, et du coup, pour faire un peu la transition avec la viande, en fait, justement, là où j'aimerais vraiment comprendre, c'est que je pense que ça parle à tout le monde, le fait ok, de maximiser allez, le nombre de vies humaines ou même minimiser la souffrance humaine. Ça, je pense que ça parle à tout le monde. Voilà, les gens, ils ont envie d'avoir un listing des associations. Et je pense que le risque existentiel aussi, ça parle aux gens. Je pense que les gens comprennent que, en gros, bah, si tout le monde meurt, c'est pas bien. Donc ça, au niveau des instincts, des intuitions, je trouve que c'est quand même... on est plutôt OK. Par contre, là où j'ai l'impression qu'on va perdre les gens, c'est quand on commence, pour faire la transition avec la suite, du coup, à parler des animaux. Et le fait, Tom, qu'en introduction, tu en aies fait une catégorie à part, j'ai l'impression que en fait, ça veut dire qu'on ne sait pas trop dire une vie humaine, c'est équivalent à 5 vies de vaches, c'est équivalent à 100 vies de moustiques. En fait, j'ai l'impression que le pont entre ces deux catégories, il n'a pas l'air d'exister. De créer une équivalence en termes de valeur d'une vie humaine versus une vie d'un animal? Bah, imagine, j'ai 40 € à donner, je le donne Ouais. à la fondation, contre la malaria ou je le donne à quelque chose qui va lutter contre, les fermes-usines, tu vois? C'est pas je pense que là, les intuitions des gens commencent à s'éteindre, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je pense que l'idée, c'est qu'en fait, ça repose pas sur le même, cadre moral de base. Mmh. Hem, tu des faire des différences importantes. De la même manière, en fait, si on revient sur les risques existentiels, en gros, qu'est-ce qui fait que tu vas privilégier les risques existentiels ou non? C'est l'importance que tu vas accorder à la vie des générations futures. De dire, en Ouais, gros, heu, est-ce que, heu, est-ce que c'est mieux sauver, une vie maintenant ou 2 vies plus tard ou 2 vies dans 100 ans, tu vois? ouais. C'est des choses pas évidentes, tu vois? Au niveau moral, qui demandent beaucoup de réflexion. Hem et donc en fait, je pense vraim ouais, Non, non, on t'écoute. pardon. En fait, parfois, je crois qu'il y a un petit retour de mon micro. Ouais, Il me donne c'est l'impression de ça, parler alors que mais non. t'inquiète, on t'écoute. OK, OK, c'est pour ça, désolé. Du coup, je OK. m'interromps à chaque fois. Bref. Hem et effectivement, ça peut être compliqué de faire des équivalences, comme ça, de dire, bon bah, une vie, humaine équivaut à, je sais pas, 5 vies de chien, j'en sais rien, enfin. Ouais, En vrai, c'est pas des choses qu'on essaye de faire dans l'AE. Je pense en fait d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de le faire. Je pense qu'il y a plein d'autres arguments à mettre en avant, pour limiter la souffrance animale, et qu'in fine, le soit au sein de la enfin, en fait, pour moi, dans l'AE, quelqu'un qui, préférerait, dédier sa carrière, aux animaux, aux existentiels ou la réduction de l'extrême pauvreté, enfin, ne ferait pas une faute morale en privilégiant l'un ou l'autre, enfin, mmh, tant qu'il a cette recherche, d'efficacité et de maximiser son impact.
Voilà, je pense après, c'est vraiment une question de quels sont tes présupposés moraux de base, mais dans tous les cas, ça peut s'inscrire dans un cadre tous efficace. Mais est-ce Ah non, qu'il mais y a c'est. un niveau d'animal, parce qu'un animal, ça peut aller du complexe au très simple. Est-ce qu'il y a quand même Ouais, un niveau d'animal où en fait vous commencez à vous détacher et à vous dire ouais, non, là, ça commence à. C'est compliqué, quoi. Je sais ouais, pas, une mouche ou deux ouais. moustiques Bah, ou. en fait, c'est des questions qui se posent. Hmm. En gros, on va dire que, et donc ça, c'est une réflexion qui est héritée de Peter Singer, il a écrit ça à 50 ans dans la Libération animale. En gros, souvent, le critère utilisé, ça va être celui de la sentience. Donc, on va dire la capacité de ressentir des expériences subjectives et de souffrir. Et en fait, à partir du moment où un animal est doté de sentience, il va avoir une importance au niveau moral. Heu, mais si on trouve des animaux qui, par exemple, sont pas sentients, hem et pendant un moment, on pensait que c'était le cas des moules, par exemple, bah, à ce moment-là, on peut les considérer comme des végétaux, quoi. Comme des cailloux, enfin, ils ont pas Mais d'importance comment tu morale. fais ça, c'est pas clair pour moi du coup. Il y a une espèce de règle qui te permet de savoir, lui, il est sentient, lui, il est pas sentient. Je suis pas sûr de savoir exactement ce que ça veut dire en Bah, plus. en fait, Il y a des enfin, expériences. Il y a des ça demande des expériences? travaux hyper complexes, Ouais. en biologie, enfin, voilà, c'est Mmh. vraiment un travail de spécialiste. Par Mmh. exemple, typiquement, pareil pour la question des insectes, on se pose encore beaucoup la question de savoir si les insectes sont sentients et à quel point. Mmh. Parce qu'en fait, on peut pas y penser que même si un animal est sentient, mais qu'il a une expérience, subjective, une expérience de vie moins riche qu'un autre, bah, peut-être que sa vie a moins d'importance. Imagine par exemple, je sais pas, une image peut-être de dire, imagine, tu vois, je sais pas, si tu es bourré, tu vas moins sentir, le froid et la douleur Ouais, que, d'accord. quand tu es parfaitement conscient de tes émotions, tu vois? Et Mmh. donc, infliger une souffrance à un animal qui aurait, moins de sentience, donc comme toi quand tu es bourré, c'est peut-être moins grave que quand tu es en pleine possession de tes capacités, parce que tu vas moins souffrir quand tu vas moins le ressentir. Bon, c'est un peu Mmh. bancal comme comparaison, mais je pense que ça peut aider à Bah, comprendre, non, non, en vrai, non, non, on comprend, Ah, ouais. mais du coup, ouais, du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que la sentience, c'est pas un booléen, c'est plutôt une gradation, quoi. Ouais, tu peux défendre une approche gradualiste de la sentience, de pas juste dire, oui, non et du coup, si tu dis: «Oui, moustique égale chien égale humain» ou, non, enfin, tu vois, je pense vraiment qu'il y a besoin d'une approche gradualiste parce que, enfin, déjà, ça semble assez intuitif et ça semble aussi correspondre à ce qu'on voit dans les études scientifiques, de dire que, bah, oui, tous les animaux ont pas le même niveau de sentience, et en fait aussi, enfin, faut pas non plus voir la sentience comme une sorte d'échelle où, l'humain serait au sommet et en aurait 10 et ensuite les animaux qui en auraient très faible. Il y a aussi en fait une perception du monde qui est extrêmement différente d'un animal à l'autre. En fait, ça va pas tant être une échelle qu'un cercle en fait, où, la manière C'est dont une, le c'est une galère, cette histoire, quand même. ouais, ouais, mais en fait, C'est, pour ça que la question en fait des réflexions philosophiques, elles sont hyper importantes en amont en fait, parce que en fonction de si tu dis: «Bon bah, OK, les insectes, faut les inclure dans notre considération morale» ou «Non, les insectes, on s'en fout», bah, typiquement, les solutions que tu vas proposer ensuite, vont pas du tout être les mêmes. Typiquement, soit tu vas proposer l'élevage d'insectes, Bah, ouais. pour nourrir le monde, soit tu vas dire: «Non, non, en fait, faut surtout pas l'élevage d'insectes, Hmm. faut plutôt, que le monde soit vegan», tu vois? Ouais, Heu, pardon, je te laisse finir, excuse-moi. ouais, donc d'où l'importance de se poser ces questions en amont, heu et c'est des questions qui sont pas simples, pour lesquelles il y a pas de réponse évidente, parfois même encore maintenant. Et en fait, justement, un des objectifs de l'altruisme efficace, c'est de dire, bah, on a besoin de plus de recherches pour comprendre, si les insectes souffrent, s'ils souffrent, à quel point on leur cause un tort en les mangeant ou en les tuant pour les pesticides, ceci, cela et en fait, en gros, comment on pourrait diminuer ces souffrances-là? Ouais, toutes ces questions-là qui sont pas évidentes, qui sont un mélange de travaux, bah, de biologie, d'éthologues, de philosophes, ouais, vraiment quelque chose de multidisciplinaire et oui, je c'est clair que c'est pas facile. Ouais, mais c'est intéressant, en fait. Ce que je commence à comprendre de notre conversation, c'est que, en fait, tu as une forme de parcours initiatique de chaque personne, enfin, qui s'intéresse à l'altruisme, qui se dit: «OK, est-ce que l'efficacité pour moi, c'est important ou est-ce que c'est un critère?» Si oui, du coup, tu commences à t'intéresser à les différentes grandes causes que tu as citées, genre le risque existentiel, la pauvreté, la souffrance animale, la souffrance humaine. Et après, tu essayes d'arbitrer entre ces différentes causes laquelle t'importe le plus. Puis après, une fois que tu as choisi ta cause, tu te dis, OK, tu cherches comment toi-même tu peux maximiser ton impact au sein de cette cause.
Donc, soit à travers ton travail, soit à travers ton investissement financier, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de parcours initiatique de l'altruiste efficace, quoi. Alors, je pense que ça dépend beaucoup des gens, en fait, parce que parfois, en fait, tu as des gens qui, par exemple, sont déjà investis dans la cause animale, mais qui, en fait, se disent, mince, enfin, ce qu'on fait, j'ai l'impression que c'est pas super efficace, ou bien j'aimerais aider encore plus les animaux. En fait, du coup, on vont juste s'intéresser au mouvement pour avoir des meilleurs outils selon eux, ou une grille d'analyse plus pertinente d'après eux, pour améliorer l'impact. Mais en fait, ils sont venus vraiment par la voie de la souffrance animale, et c'est principalement ce qui les intéresse, même si après ils vont quand même ouvrir les yeux vers d'autres causes, tu vois. En Et fait, par parfois, tu as des exemple, gens qui viennent juste avec une cause en tête, en se disant bon, bah voilà, cette cause m'importe, je vois que ça vous importe aussi dans le mouvement de l'altruisme efficace, donc ok, quels sont vos outils pour que je sois plus efficace dans mon combat? Et à ce moment-là, on est très content d'aider ces gens à obtenir des outils méthodologiques, etc. Soit tu as des gens qui disent juste: «Bon, bah, je veux faire le bien», mais qui ont pas vraiment de préférence, et qui ensuite vont s'orienter en fonction de différentes de leur parcours éventuellement initiatique. Et juste je précise qu'un un point important dans la aussi, c'est il y a une sorte de neutralité axiologique et de neutralité des causes. De dire que, par exemple, si on arrive à réduire la question de la souffrance, peu importe qui l'a subie, à une question de chiffres, bah, à ce moment-là, elle va toujours privilégier l'action qui permet de réduire le plus de souffrance, peu importe quelle est cette action. Heu, voilà, je précisais comme ça, de dire qu'en gros, c'est en fait, d'abord, on part du principe que toutes les causes potentielles et toutes les actions potentielles sont intéressantes, sans avoir de préférence, et c'est vraiment après avoir analysé lesquelles nous semblaient les plus efficaces, qu'on en vient à privilégier certaines causes. Ça se fait dans cet ordre-là et c'est pas l'ordre inverse, quoi, dans le ouais, réflexion du mouvement. Et après, dans le parcours des gens, ça peut être l'inverse, juste des gens qui sont venus par une cause et qui veulent aider pour cette cause. Mais en tout cas, dans les conseils du mouvement, dans les suggestions de causes et d'actions au sein du mouvement, ça se fait vraiment avec une neutralité de base axiologique. Je veux dire, bah, on ne sait pas ce qui est le mieux entre euh, réduire telle maladie ou vaincre telle maladie, mais juste on analyse et ensuite on va dire, bah, d'après ce qu'on analyse et d'après ce qu'on a étudié, on pense que c'est mieux de d'abord combattre cette maladie parce que ça touche plus de gens, etc. Ouais. Mais tu dois quand même faire un choix personnel de quel est le domaine auquel tu es le plus Mm. sensible, quoi. Bah, le truc, c'est que voilà, tu peux pas bâtir une expertise partout, Ouais. malheureusement. Et en fait, ouais, au bout d'un moment, par exemple, si dans ta carrière, tu veux faire quelque chose, ça va être compliqué d'avoir une carrière qui permette d'à la fois traiter tous les problèmes en même temps, et donc tu as besoin de te spécialiser un peu. Et ta spécialisation, tu l'as fait par rapport à bah, ta sensibilité personnelle, éventuellement ton background professionnel ou universitaire, et ce genre de choses, c'est sûr. et juste pour donner un exemple, il me semble que j'avais entendu quelque part, typiquement chez les personnes qui s'intéressaient à la cause animale, qu'en gros, c'était recommandé typiquement de plus s'intéresser bah, aux fermes-usines que aux refuges d'animaux, par exemple, parce qu'on disait, bah, en fait, juste les fermes-usines, en fait, tu vas sauver euh, plus de vie animale. Donc ça, c'était un... Tu vois, genre, en gros, quand tu choisis une catégorie, tu peux aussi, dans la catégorie, en fait, optimiser le truc. Et, Ouais, totalement, ouais. et je trouvais ça Et marrant ce que tu disais, Tom, juste aussi pour finir, parce qu'en fait, quelque part, ça implique aussi que si l'homme invente une espèce d'intelligence artificielle dotée de conscience et qu'elle a des expériences beaucoup plus riches que les humains, ça veut aussi dire que normalement, ça deviendra une nécessité morale euh, que de, euh, que de s'assurer de sa survie et de son bien-être, peut-être même plus que celle des humains. Et ça, je trouve ça quand même what the fuck, quoi. Ouais, non, bah, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, dans les assos de l'AE, il y a des gens qui essaient de préparer le terrain au cas où un jour il y a Ah, c'est qui devient vrai. une sentiente, ouais. Peut-être que ça va Ok. pas arriver, hein. Enfin, peut-être que ça arrivera jamais, mais en fait, au cas où ça arrive, Ouais, bah, en fait, il faudra réussir à protéger je sais pas comment dire, ces ouais, personnes artificielles, ou c'est pas ouais. trop mon champ d'expertise, mais Non, je mais sais tu qu'il y a vois, des gens c'était qui pour donner s'intéressent un à ça, et exemple au-dessus de l'humain, quoi. En gros, c'est possible, quoi. Enfin, tu vois, c'est ouais, d'avoir des expériences juste, enfin, complètement. Ok, ouais, ouais, ouais. ouais, c'est marrant. et Georges, tu voulais dire un truc? et dans
Et dans toutes ces histoires de voilà, telle action a plus d'impact que telle autre, ou tel assaut est plus efficace que tel autre, etc. J'imagine que vous avez eu pas mal de retours de bâton des assauts ou des actions qui étaient considérées comme inefficaces. Genre, ils le prennent comment, les mecs? Genre, Ouais, ça dépend. Enfin, en sens, déjà, une chose importante et peut-être que je l'ai pas assez exprimé jusqu'à présent, c'est que, bon, dans la cuisine efficace, heu, on peut donner l'impression d'être très prétentieux à dire ce qui est mieux et ce qui est moins bien et c'est un risque, mais en fait, on met en valeur, enfin, on met en avant comme valeur, on essaie d'avoir comme valeur importante l'humilité, que ce soit à la fois l'humilité en tant qu'individu, mais aussi, l'humilité épistémique. De dire qu'en gros, on ne sait pas tout, et ce qu'on propose, les conclusions qu'on propose, les directions qu'on propose, elles sont juste basées sur nos analyses actuelles, de certaines études qui vont pu être faites et cetera, mais qu'elles sont forcément imparfaites, incomplètes, qu'on peut se tromper, de manière qu'il y a peut-être des problèmes moraux majeurs dont on se rend pas compte aujourd'hui mais en fait, dans 50 ans, nos petits-enfants nous regarderont comme des monstres avec, comment on a pu ignorer ces problèmes-là. Hmm. Et donc voilà, faut rester très humble la sur, calvitie. de quoi? La calvitie, c'est un problème Voilà, majeur qui est ignoré. c'est ça. J'avoue, investissez. Mais tu vois, par exemple, le fait, par exemple, je sais pas, heu, tu vois, le fait la cause animale, peut-être que dans, 100 ans, les gens nous regarderont comme des monstres, Mm. du fait qu'on traite les Mais c'est animaux, sûr, comme on le fait c'est sûr, moi aujourd'hui. je suis sûr. Tu vois? Et peut-être de la même manière, il y a d'autres problèmes dont vraiment toi et moi, là, on a 0 idée que c'est un problème, tellement Hmm. c'est ancré dans notre culture ou Ouais. tout ça et en fait, c'est hyper grave, tu vois? Et Et, et voilà, en fait, tu as une sorte d'incertitude sur le fait qu'il y a peut-être une catastrophe morale qui est lieu aujourd'hui, on se rend pas compte, pour plein de raisons et- différentes. Et et- et donc déjà, faut rester humble vraiment sur, notre capacité à savoir, notre capacité à arriver aux bonnes conclusions, notre capacité à proposer les bonnes solutions. Enfin, voilà, faut l'admettre, faut le reconnaître. Et d'ailleurs, un truc que je trouve super dans l'AE, c'est, cette volonté de mettre en avant les erreurs souvent. Par exemple, donc ah oui. GiveWell dont je parlais plus tôt, qui est une organisation qui évalue les ONG les plus efficaces pour, réduire l'extrême pauvreté et améliorer la santé dans les pays pauvres. Ils ont, toute une page qui s'appelle, Our Past Mistakes, donc nos erreurs passées, où ils détaillent précisément les erreurs qu'ils ont faites. Ils disent: «Bon, bah, là, en fait, on a trop considéré tel facteur et pas assez» ou, «On n'a pas considéré telle étude qui, en fait, change un peu ce qu'on pensait» et cetera. Et en fait, c'est hyper important d'avoir une culture dans le mouvement, de mettre en avant ses erreurs, parce que sinon, en fait, tu vas jamais réussir à. Enfin, en fait, si tu valorises pas le fait de reconnaître ses erreurs et de les partager aux autres, en fait, tu rends plus compliqué le fait de te rapprocher de la vérité et de la bonne solution. Euh, donc bref, premier truc, donc, je veux dire, beaucoup d'humilité, c'est important, et, euh, et je pense que si tu exprimes les choses avec humilité aussi, ça évite d'avoir un trop gros retour de bâton. Parce que entre arriver et dire, bon, vous faites nimp, c'est nul ce que vous faites, écoutez-moi, moi j'ai raison, vous avez tort, c'est ça qu'il faut faire. Et vous dire, bon, bah écoutez, on a fait nos études et on pense que, a priori, c'est mieux de faire ça pour telle raison, tu vois. Ça va pas être aussi pareil. Mais, Et donc c'est mais sur important. le, Et après, oui, sur le oui, site, vous n'avez pas de page, j'ai regardé, hein, vous n'avez pas de page avec les pires associations, hein, vous avez que la page avec les non, meilleures. Donc, voilà, alors, vous avez fait un peu gaffe, hein, voilà heureusement. aussi. Euh, Et mais oui, ça attire forcément un retour de bâton. Hem Et je pense que de plein de gens différents, mais oui, c'est enfin, je suis pas trop dans les dramas et cetera, s'il y en a eu, mais ce serait pas surpris que des gens qui aient bossé dans des assos, sur lesquels l'action efficace a émis des réserves, Hmm. se sentent, pas très, à l'aise et bon, dans la cause animale que je connais un peu mieux, par exemple, je sais qu'il y a quelques années, il y a 3 ans, il y avait, un mec qui avait fait une conférence, un événement animaliste, par rapport, justement au refuge ouais, pour animaux. De dire qu'en gros, bah, c'était vraiment, une action pas très efficace et a priori peut-être un gâchis de ressources Ah ouais. par rapport à d'autres choses qu'on pourrait faire et ça avait été très mal pris, par les militants animalistes, dont certains tenaient des refuges ou étaient bénévoles dans des refuges et Ouais, ouais. ouais, c'est important de comment on en parle et ouais, ça arrive parfois, c'est sûr. Ouais, et en fait, je réfléchis en parlant.
Tu sais, je me dis aussi, il y a une grande catégorie de personnes qui sont intéressées ou qui adhèrent à une cause pour des raisons émotionnelles, familiales, Totalement, identitaires. totalement. Donc, par exemple, je sais pas, ma sœur est malade du cancer, ou mon père est handicapé, ou mon fils. Et du coup, c'est une cause qui m'est chère, au-delà de toute rationalité, au-delà de toute considération un peu plus méta de est-ce que c'est une bonne allocation des ressources, tu vois. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui vont nécessairement se sentir un peu heurtés en leur disant, par exemple, bah ton chien d'aveugle, c'est inefficace de le financer, il vaut mieux faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est une bonne question. Bon après, déjà, il y a des gens concernés par ces problèmes-là dans l'AE. Enfin, moi, par exemple, je suis en fauteuil roulant et j'ai une maladie génétique et ça peut-être me donne aussi, comment dire, j'aurais pu penser que c'était mieux de s'intéresser au handicap, etc. Et bon, malgré tout, j'avais des conclusions inverses et aujourd'hui, c'est vrai que le handicap, c'est pas trop dans les actions que je privilégie alors que ça me concerne vraiment directement. Donc oui, effectivement, ça tout le monde, enfin, tous les aveugles ne vont pas être contre le fait de pas vouloir favoriser les chiens d'aveugles, et cetera. Et je pense important de le reconnaître aussi pour ne pas non plus enlever leur agentivité aux gens concernés par ces problèmes-là qui les touchent émotionnellement. Et après, c'est évidemment quelque chose à prendre en compte de la manière dont on communique, euh, c'est sûr. Et je pense que ça joue beaucoup sur communiquer, de dire, en fait, faut pas dire ce que vous faites est inefficace, mais juste dire certaines actions en fait sont vraiment tellement efficaces qu'elles se démarquent de toutes les autres choses qu'on peut faire. Je vais aller voir après parce que je commence à mal articuler. Euh, et en fait, il faut vraiment voir, je pense, les actions altruistes comme une distribution, euh, distribution à queue large en économie, qui est dire qu'en Mm. gros, le pourcent ou le 0,1% des actions les plus efficaces sont beaucoup, beaucoup plus efficaces que le 0,02%, etc. Tu vois. En gros, si tu prends vraiment le top, la crème de la crème, tu as une différence énorme avec ce qui se fait en dessous. Et donc, plutôt que de dire, de s'intéresser aux actions qui seraient moyennement efficaces, juste de reconnaître que il y a des trucs vraiment qui dépassent notre entendement presque en termes d'efficacité, parce que Mm. c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus efficace que la moyenne des actions. Il faut s'intéresser à ça, en fait. Et je pense que déjà, formuler ça comme ça, c'est un peu différent. Et après, évidemment, prendre conscience de ce qui touche les gens personnellement, faire attention à ne pas les heurter et à prendre conscience que oui, la rationalité, ça a aussi ses limites. On n'est pas des machines froides, des calculatrices qui font tout de la manière la plus rationnelle, entre guillemets. Euh, et d'ailleurs, faut pas croire que les gens sont pas rationnels. Enfin, parfois, les gens ont leur propre rationalité qui nous paraît à nous irrationnelle. Les gens sont pas bêtes ou irrationnels et clairement, il faut un cœur là-dedans. Et en fait, ça va aussi jouer dans les gens qu'on va essayer de cibler. Enfin, typiquement, demain, je vais pas me pointer dans, euh, je sais pas, une association de proches de malades du cancer qui viennent de perdre quelqu'un de proche en leur disant bon, bah, écoutez, vous connaissez C'est le vrai. paludisme, donc ouais, enfin, bref, je me mélange un peu. Donc tout ça pour dire, d'une part, on trouve des gens comme ça dans le mouvement, et en fait, parfois, ces gens sont peut-être les mieux placés pour parler à ces gens-là. Typiquement, moi, je suis très à l'aise pour parler du fait que bah, faut peut-être pas prioriser le handicap dans les pays en développement, enfin, dans les pays développés, pardon, justement parce que je suis concerné et j'ai des arguments, je pense, à faire valoir pour dire que c'est pas ma priorité. Euh, D'ailleurs, tout bêtement, de dire que bah, si on prend la question de la cécité, c'est beaucoup moins cher d'aider une personne aveugle dans un pays en développement que d'aider une personne aveugle dans un pays riche, tout simplement parce que dans les pays en développement, tu vas avoir des maladies infectieuses qu'on sait soigner dans les pays riches pour pas cher, mais pour lesquelles les gens n'ont pas accès dans les pays en développement. Typiquement, la trachome, on peut l'opérer pour 50 $. Donc en gros, pour 50 $, tu peux prévenir la cécité, alors qu'en France, un son aveugle, ça coûte 50 000 euros à former, quoi. Et donc, du coup, tu vois, tu restes sur le même problème, le handicap, mais même parmi le handicap, tu peux dire, bon, bah, en fait, si j'ai une approche altruiste efficace parmi le handicap, bah, en fait, il y a telles actions qui sont mieux que d'autres. Et typiquement, d'abord aider les pays en développement avant les pays riches. Voilà. Et ça veut pas dire qu'en fait, la souffrance des gens en pays riches n'existe pas, que la vie d'une personne aveugle dans un pays riche
vaut moins que celle dans un pays en développement. Mais au contraire, vu que les vies ont la même valeur, il vaut mieux aider 50 aveugles dans un pays en développement qu'une personne dans un pays riche. Donc bref, ça pour dire que faut... même au sein des causes qui sont proches des gens, on peut trouver des arguments à tous efficaces. Qu'est-ce qui vous intéresse, c'est la question, je sais pas, du racisme. Comment vous pouvez avoir une approche très efficace du racisme, même si le racisme ne fait pas partie des causes qui sont parmi les top priorities de l'altruisme efficace. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas important, et voilà. Ensuite, avoir des gens touchés par ces enjeux qui peuvent parler de ça, et ensuite adapter la communication pour la rendre pas blessante pour ces gens-là, et que les gens que je dise pas qu'on néglige leurs problèmes ou qu'on nie le fait que ce qu'ils vivent est grave ou douloureux, etc. Et enfin reconnaître que les rationalités peuvent être différentes, etc. Mais oui, mais tu sais, il y a l'histoire où, je pense que t'as pas envie de vivre dans un monde où, tu sais, si ton voisin il est en galère, tu vas lui répondre, bah non, en fait, je vais aller donner un cours de maths pour gagner 30 balles pour l'envoyer à Guy Well, tu vois. Donc, clairement. Voilà. T'es de retour avec nous, Tom? Pas de souci. Ouais, pas de souci. Et du coup, moi, je voulais plus basculer un peu sur le sujet de la viande. Et je sais pas s'il y a une réponse à ça. Il y a pas mal de gens qui se demandent, j'ai l'impression, tu vois, si on fait abstraction des fermes-usines, est-ce que, je sais pas, la vie d'une vache d'élevage dans une prairie, est-ce que finalement, c'est pas si mal par rapport à ce qu'elle aurait dans la nature, avec les prédateurs, les maladies, les choses comme ça? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? J'avoue, Alors, je sais pas s'il y a une réponse. Ça peut être présomptueux de dire qu'il y a une réponse. Ah ouais. En tout cas, il y a évidemment des gens qui s'intéressent à cette question. Notamment, une question qu'on se pose dans l'AE et qu'on peut se poser, c'est de se demander si les animaux ont une vie, on va dire, net positive ou net négative. Donc, dit en des termes moins économiques, est-ce que les animaux ont eu plus de plaisir que de souffrance dans leur vie, ou plus de souffrance que de plaisir dans leur vie? Et Ah oui, d'accord. évidemment que les problèmes vont pas être aussi graves en fonction de la réponse que tu apportes à ça. Et après, ça va aussi dépendre de la manière dont tu vas évaluer la perte que tu infliges à un animal en le tuant prématurément. Par exemple, si un animal a une bonne vie, mais que tu le tues à 6 mois ou 1 an, comme c'est le cas pour l'élevage, au lieu de 10, 20 ans, comme certains animaux peuvent vivre, en fait, est-ce que du coup, tu l'amputes pas potentiellement de beaucoup de plaisir qu'il aurait pu avoir s'il était resté en vie? Tu vois, tu peux dire qu'en fait, du coup, tu l'amputes de ce plaisir-là, et c'est un problème, au même titre que c'est un problème de tuer un humain prématurément, parce que tu l'as privé de ce plaisir-là qu'il aurait pu avoir dans sa vie. Et en fait, on revient à la question, dire qu'il est vrai aussi pour les humains, tu vois, de dire est-ce qu'il vaut mieux, je sais pas, que je meure prématurément, mais on va dire d'un coup sans m'en rendre compte, sans souffrance, ou mourir au bout de 6 mois de souffrance intense à cause d'une maladie grave, tu vois, c'est pas évident. Je pense qu'on a des appréciations personnelles différentes là-dessus. Et je sais pas s'il y a une solution et une réponse qui fait un peu consensus là-dedans. J'ai pas l'impression. En tout cas, on va dire que sur les la produits question de laitiers, ouais. En fait, je me demandais si sur les produits laitiers, il y avait du coup consensus, parce que alors on est des citadins, donc peut-être tu vas tomber de ta chaise, mais en gros sur les produits laitiers, c'est pas on n'est pas obligé de retirer le petit à sa mère ou des choses comme ça. Il y a pas là, l'éthique est beaucoup plus compliquée que sur l'élevage. Peut-être je dis une connerie. Ouais, en fait, pour les produits laitiers, il y a plusieurs choses en fait. Donc, pour qu'une vache produise du lait, faut qu'elle ait des petits. Et donc, pour qu'elle ait des petits, il faut que, en gros, enfin, tu vois, c'est comme les humains, ça produit pas du lait tout le temps une vache. C'est que quand c'est un petit et quelques mois après qu'elle a un petit, quoi. Ce qui fait que du coup, pour qu'une vache produise du lait souvent et régulièrement et qu'elle soit viable économiquement, faut qu'elle soit inséminée quasiment tous les ans pour avoir tous les ans un petit et donc qu'elle produise du lait.
Et donc, en fait, on va dire que la viande de veau, c'est une sorte de sous-produit de l'industrie laitière. Parce qu'en fait, pourquoi on mange du veau Ah aujourd'hui? ouais, ok, En je grande savais pas. partie Ok, parce qu'on c'est mange du lait, intéressant enfin ça. parce qu'on boit du lait et donc il faut faire quelque chose des veaux qui qu'on fait naître et en fait, le fait de manger les veaux, Ah ouais. ça rend plus rentable économiquement, le fait de boire du lait et donc Hmm. l'industrie de la viande de veau est directement liée à, la question du lait et les veaux, pour le coup, ça fait vraiment partie des animaux qui ont une des pires vies, je pense, parmi les animaux d'élevage, quand ils sont en Hmm. intérieur. Parce qu'en gros, pour que la viande soit bien blanche, comme elle est appréciée, faut que les veaux soient anémiés et donc du coup, ils sont vraiment dans des conditions où ils ont très peu d'accès à l'extérieur et à la lumière. Ils mangent très peu, ils sont, ouais, anémiés et cetera parce que sinon la viande devient rouge et cetera. Enfin bref, c'est horrible et je rentre pas dans les détails, mais tu as cette question-là. Hmm. Plus le fait parfois que les conditions d'élevage des vaches, heu, peuvent être, vraiment, difficiles. Déjà avec les grossesses à répétition, ça peut les fragiliser et cetera. Il y a beaucoup de vaches d'ailleurs, des laitières qui, ont des problèmes de santé, divers et variés. Enfin voilà, tu as plein de questions liées à ça. Du coup, je sais pas si ça répond un peu à ta question. J'ai pas répondu vraiment de manière, Bah si, si. Bah non, directe, non, en fait, mais peut-être des éléments de c'est réponse. hyper intéressant parce qu'en fait, je pense que les intuitions des gens, c'est que, bah, en fait, les produits laitiers, c'est pas si grave que ça parce que finalement, tu tues pas l'animal. Et en fait, moi, j'aurais limite envie d'argumenter l'inverse, quoi, que c'est limite le truc, le plus pas cool. Alors, Alors que peut-être que juste, l'élevage, où la vache, elle est tranquille dans son pré, si on parle pas des fermes-usines, hein, ouais. peut-être que Alors c'est à la moi, limite moins grave, tu vois? pour le coup, je suis pas trop d'accord et un Ah, truc bah, qui c'est est intéressant. intéressant, enfin, tu as un mec dans la rue qui s'appelle Brian Tomasic, qui lui s'intéresse OK. beaucoup à la question de la souffrance et il a fait un truc que je trouve très intéressant et très utile pour réfléchir et qui est de, on va dire, si je schématise, d'essayer de quantifier la souffrance par kilo de viande. En gros, de dire: «Est-ce que quand tu Ah achètes, oui, 1 kilo de OK. viande de poulet, tu crées plus de souffrance qu'un kilo de viande de vache, plus de souffrance qu'un kilo de D'accord. litre de lait?» et cetera, tu vois? Et en fait, ça, c'est Mmh, très d'accord. intéressant, parce que déjà, une vache, quand tu la tues, ta vache, je sais pas combien elle fait, 500 kilogrammes. Bon, tu que 40 qui est comestible à la fin, mais en gros, tu vas avoir, plus d'une dizaine de kilos de viande pour une seule vache tuée. Un poulet, quand tu le tues, tu vas avoir, 1,5 kg de viande peut-être, tu vois? Et donc, pour Ah oui, arriver à la je même vois où quantité tu veux de en venir, ouais. viande, voilà, tu as besoin de tuer beaucoup Ouais. plus de poulets que de vaches. Et en Mmh. plus, les poulets en France, Donc les ils gens sont, qui disent, «Ah moi je mange plus de bœuf, je mange du poulet», c'est peut-être pas c'est peut-être en fait, je pense, c'est mon avis et l'avis d'autres gens dans le mouvement, que c'est pire en fait que de manger, heu, de la viande mais moins de poulet, tu vois? Heu, en fait, en gros, tu diras ça à ton je coloc, pense Georges, là, qui mange du poulet. ouais, là, je m'engage moi, mais je pense qu'en fait, en gros, Mmh. si tu, juste tu enlèves le poulet, et les œufs de ton alimentation, et les poissons, en fait, tu as éliminé, peut-être, 80 à 95 de la source animale de ton alimentation, tu vois? Ah c'est Parce fou ça. qu'aujourd'hui, la plupart de la souffrance animale, elle est liée au poulet, parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux et qu'en plus, ils sont élevés dans des conditions beaucoup plus difficiles que les vaches. Typiquement, en France, et même dans le monde, hein, tu as, on va dire 80 des poulets qui sont élevés en élevage intensif. Les vaches, c'est beaucoup moins, elles ont beaucoup plus souvent accès à l'extérieur, elles ont globalement une bien meilleure vie, que les poulets et en plus, voilà, il faut, en tuant une vache, tu crées beaucoup plus de viande qu'en tuant un poulet. Heu, donc tout ça pour dire que, d'un point de vue purement éthique, heu, limiter la consommation de viande de vache au profit de celle du poulet, pour moi, c'est une erreur. Mais le truc, c'est que la viande de vache émet, beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que la viande de poulet et donc là, tu peux avoir un trade-off. D'ailleurs, c'est un peu un souci Ah qu'on a, ouais. parfois dans le monde végan, c'est en fait, beaucoup de gens, quand tu leur dis viande, ils pensent viande rouge. Ils se disent: «Ah ouais, ouais, moi je mange plus de viande ou je diminue la consommation de viande». En fait, ils ont juste diminué la consommation de viande rouge et ils ont potentiellement augmenté la consommation de viande de poulet. Et d'ailleurs, en France, c'est ce qu'on voit, c'est que, au niveau national, la consommation de viande rouge diminue, mais celle de poulet augmente. Donc en fait, c'est peut-être bien au niveau climatique, parce que la viande rouge est celle qui pollue le plus, mais en termes de souffrance animale, on crée plus de souffrance, je pense, heu, comme ça.
Donc ouais, C'est fou c'est ça. compliqué. C'est Euh, fou. et globalement, les gens dans la rue sont plutôt d'accord pour dire que vaut mieux limiter la viande de poulet et le poisson que la viande de vache, quitte à choisir, quoi. Vraiment, purement en termes de source animale, hein. Si c'est vraiment tout égal par ailleurs par rapport à la source animale. Et d'ailleurs, sur mon blog, j'ai Ouais, un d'accord. article qui s'appelle Est-ce qu'on parle trop des vaches dans le mouvement animaliste? Où je développe un peu ces idées en disant qu'en gros, Ouais. a raison de parler des vaches parce que si on s'entraîne trop le débat là-dessus, en fait, on passe à côté de ce problème-là, qui est que aujourd'hui, vraiment, les vaches, en termes du nombre d'animaux tués en France, c'est moins d'1%, quoi, des animaux qui sont tués. En gros, si tu prends Et un je animal au hasard, suis tu as 95% de chances que ce soit un poulet, quoi. je suis obligé de te faire réagir sur un truc. J'ai vraiment très, très envie de savoir ta réponse. C'est qu'en gros, on avait fait Ouais, un livre, Secret Cow, où en gros, ça nous avait, appris des trucs, citadins que nous sommes. C'est qu'en gros, si tu t'intéresses aux vaches, donc qui sont pas dans les fermes-usines, mais sur les vaches que tu fais paître, à l'herbe, uniquement ou aux choses que les humains peuvent pas manger. En fait, concrètement, la vache, elle mange du carbone, qui est, séquestré dans ces végétaux-là. Elle va le convertir en méthane, qui a un pouvoir de réchauffement, beaucoup plus grand que le CO2. C'est même fois 80 sur 20 ans, on avait vu. Et après, ce méthane, au bout de 10 ans, enfin, il a une demi-vie de 10 ans, en gros, et il est reconverti en CO2. Et donc, en fait, ce qui nous avait interpellé, c'est que les vaches, en fait, quelque part, elles raisonnent, elles travaillent en cycle fermé, hein, si tant est qu'on leur donne à manger de l'herbe, alors que les monogastriques, comme les poulets, ou même les cochons, en fait, aujourd'hui, on leur donne à bouffer notre bouffe, quoi qu'il arrive, en fait. Eux, tu es limite obligé de leur filer, ta bouffe, et donc c'est, du CO2 qu'on vient puiser «sur terre», en fait, entre guillemets. Et donc, je sais pas, moi, ça m'avait fait tiquer ce truc-là. Je sais pas si tu peux réagir là-dessus. ouais. Alors, cet argument, en fait, des vaches, en fait, qui participeraient à un cycle du carbone fermé, et qui, du coup, en fait, contribueraient pas vraiment au changement climatique, c'est un argument qu'on retrouve beaucoup chez les lobbyistes pro-viande et les éleveurs, sans trop surprise. C'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi c'est un mauvais argument. Tu as des super threads qui existent là-dessus sur Twitter de Valérie Masson-Delmotte, je crois que c'est ça, qui est une climatologue hyper connue, très réputée, et qui a débunké cette idée de manière assez magistrale, justement face à un lobbyiste qui Bah, ramenait le ça tout le 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 temps. le le truc, c'est que ça Et, réchauffe, le truc, c'est que ça réchauffe. C'est juste, OK, le oui, oui, méthane, il est peut-être pas mais en là, gros, en pour toute gros, sa vie, mais en ça gros, ce que réchauffe, te quoi. disent les lobbyistes, c'est que en fait, c'est un cycle du carbone qui va pas créer plus de carbone dans l'atmosphère au final, leur argument. Mais bon, Mmh, enfin, je peux m'en éloigner un peu. Hem mmh. Et du coup, juste ta question, du coup, c'est quoi exactement, pardon? Bah, c'est du coup, est-ce qu'il faut, considérer, d'un point de vue environnemental, est-ce que, quand on regarde les ruminants par rapport aux monogastriques, est-ce qu'on a une certaine place, un endroit où on peut se placer, où en disant: «Bah, les ruminants finalement ils vont valoriser, des choses qu'on mange pas, c'est inscrit dans un cycle», Ouais, alors alors que les monogastriques, ils mangent notre nourriture, et c'est, finalement, OK, bah, pas dans un cycle. C'était ça un got peu it, mon je l'ai. ouais, Ouais, ça OK. va. En fait, bon, c'est une question complexe, il y a vraiment plein d'éléments de réponse à apporter. Hem, donc déjà, un truc à comprendre, c'est que, une partie des terres qu'on utilise aujourd'hui pour les animaux pourraient être utilisées pour cultiver, des cultures pour les humains. Et tu as une étude qui est parue qui montre que, en fait, vraiment, si on avait un optimal, de dire qu'en gros, on utiliserait des terres pour, comment dire? On mangerait la viande d'animaux uniquement si on les a nourris avec des ressources qui auraient pas pu servir pour les humains. Mmh. En gros, il faudrait qu'on ait une consommation de viande qui soit environ, 10 par rapport à celle qu'elle est aujourd'hui. Donc 90 Ah moins ouais, élevée. d'accord, OK, d'accord, OK, d'accord. Voilà, Je répète pour être enfin, sûr d'avoir bien compris, c'est c'est que 12. d'accord, Et en donc fait, le truc, c'est même que, ouais, et pour aller encore plus loin là-dessus, en fait, donc tu as ouais, une étude de 2018, de Pour Nemesek, qui est vraiment, je pense l'étude la plus importante, de la décennie et même, du siècle peut-être,
sur l'impact environnemental des aliments, où ils ont fait un travail incroyable d'inventaire de plein d'années cycle de vie, etc. Et en gros, eux, ce qu'ils montrent, c'est que en termes de surface, on aurait besoin de 4 fois moins de terre pour nourrir la terre si tout le monde était vegan par rapport à si tout le monde était au régime actuel. En gros, là, Hmm. aujourd'hui, on a besoin de 4 fois plus de terre que ce dont on aurait besoin si on était tous vegan. Mais par contre, les terres qui pourraient être utilisées que pour nourrir les animaux, bah, en fait, ça, comment dire, C'est elles 10%. suffisent pas à C'est compenser des... ce Ouais. dont on a besoin en plus. D'accord. Donc en fait, on utilise beaucoup plus de terre via l'élevage que ce qu'on pourrait faire si on était tous véganes. Même si en effet, si on voulait vraiment être optimal en termes d'utilisation de terre, on aurait une partie des terres qui serait utilisée pour nourrir les animaux, avec des ressources qu'on ne pouvait pas utiliser autrement, et le reste pour les humains. Mais là, on Hmm. est vraiment sur la question de l'utilisation des terres. Parce que ensuite, ce qu'il Hmm. faut voir, c'est que d'une part, donc, quand les vaches dans un pré, elles vont participer à ce que ta prairie capte du carbone. En fait, la captation Mhm. de carbone qui va être faite par le pré, elle va compenser que partiellement les émissions de gaz à effet de serre qui vont être émises par les vaches. Donc, si je reprends un document de l'IDEL, qui est un institut de recherche pour les produits laitiers, donc qu'on peut pas accuser d'être vraiment du côté des véganes, eux, ils trouvent que, en gros, la captation de carbone par les prairies pour les vaches laitières compense que 30 à 40% des émissions de gaz à effet de serre produites par les vaches. Hmm. Donc en fait, cette histoire de captation de carbone par l'élevage, elle est vraie, mais elle compense pas les émissions produites par l'élevage. Ouais, et puis Et il y avait un truc aussi pour que les gens comprennent, c'est que en fait, quand tu calcules le pouvoir réchauffant du méthane en fait, par rapport au CO2, en fait, tu es obligé de faire une intégrale sur un certain temps. Et en fait, bah, souvent, on fait l'intégrale sur 100 ans. Et donc, on dit que, bah, que c'est fois 28 en fait, le pouvoir réchauffement du méthane. Mais en fait, si tu fais l'intégrale sur 20 ans, en fait, tu arrives plus à des chiffres de l'ordre de 80. Et donc, c'est assez facile de manipuler ce genre d'études si tu veux les manipuler à ton avantage ou à ton désavantage en jouant en fait sur cette base de temps. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que la base de temps la plus pertinente, c'est plutôt 20 ans, quoi. ouais, après, sur la question des calculs techniques, je sais que c'est vraiment des débats compliqués. Parfois, faut savoir en gros comment on calcule le global warming potential. Ouais. Tu as plusieurs mesures qui sont proposées, etc. Mais je pense un truc qu'on peut avoir en tête, c'est que comme le méthane reste beaucoup moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2, ça veut aussi dire que si on agit aujourd'hui sur les émissions de méthane, on aura beaucoup plus rapidement des effets sur le climat Oui, que si on diminue les d'accord, émissions de ouais. CO2. Et donc, en fait, dans Mhm. une stratégie de diminuer les émissions d'ici 2050, il y a une valeur en plus à limiter les émissions qui viennent du méthane. Ok. Est-ce que tu pourrais nous vendre un peu les substituts à la viande Mmh. que tu connais bien? Ouais, Peut-être commence par celui que tu veux. ouais, et j'aimerais juste préciser une autre chose très rapidement, c'est un Mhm. aspect qu'on oublie souvent avec la viande, c'est la question de la santé publique. Mhm. Aujourd'hui, au niveau mondial, tu as environ 70% des antimicrobiens, donc souvent des antibiotiques, qui sont utilisés pour l'élevage. Donc, on est vraiment sur la grande majorité des antibiotiques utilisés pour les animaux d'élevage. Et donc, ça va directement contribuer à la, la montée de l'antibiorésistance, qui cause déjà aujourd'hui plus de morts que le VIH ou le paludisme. Et ça va être de plus en plus grave, malheureusement. Et aussi l'idée que bah, les élevages sont propices aux zoonoses, donc aux maladies qui sont transmettre des animaux à l'humain. Typiquement, la grippe, la grippe porcine de 2009, hein, ça venait des élevages, et on n'est pas à l'abri que la prochaine pandémie vienne de l'élevage, quoi. C'est pas Je, je impossible. me, je, je me Euh, permets, ouais, je me permets Tom, d'insister vraiment très très fort sur ce que tu as dit là parce que c'est très 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 important. C'est que en gros, enfin, au niveau risque existentiel, les deux choses que tu viens de citer, donc en gros, à force de filer des antibiotiques aux animaux, en gros, on va se taper des bactéries qui résistent aux antibiotiques. Et les animaux, ils en prennent tous les jours hein, des antibiotiques. C'est pas comme nous, en gros, on en prend quand on est malade, rapido, et on arrête. Eux, ils en prennent tout le temps. Et donc, le fait de jouer au dé et de risquer de se taper des bactéries
résistante aux antibiotiques, et donc du coup c'est la fin de la médecine moderne, hein, ou de se taper une zoonose beaucoup bien pire que le Covid. En gros, il y a des gens quand même qui considèrent très sérieusement que c'est des risques existentiels, bien au-delà que du réchauffement climatique. Et juste, je me permets d'insister parce que vraiment, c'est un truc, souvent, on passe à côté de ça, quoi. Alors que c'est vraiment un point central, quoi, au niveau des risques existentiels. Donc, ouais, merci de l'avoir rappelé, quoi. Ouais, et typiquement, la grippe aviaire, le jour où on a une grippe aviaire qui se transmet entre humains par voie aérienne, oui, c'est Ouais, bah, clairement ciao, ouais. des, Mm, des dizaines, de centaines de millions de morts, quoi. Pour mm. rappel, la grippe aviaire, c'est dans les cas qu'on a eu à présent qui ont tué les humains, c'est un taux de mortalité de 50%, quoi. Avec une très forte quand il y a une contamination, si elle est élevée, on voit vite l'hécatombe que ça peut être. Donc ouais, Ça c'est va. clairement des choses importantes et à ne pas négliger et je pense qu'on sous-estime un peu, l'importance de cet enjeu-là dans les débats publics, et on Mm. réduit trop la question de la viande à celle de l'environnement et de l'éthique. Donc ouais, et une fois, cette parenthèse, faite, donc les protéines alternatives, donc qui est mon sujet d'étude, dans ma thèse, donc les protéines alternatives, je pense que le premier truc à comprendre, c'est que, en fait, elles viennent vraiment face à un besoin qui est de dire que, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui deviennent végétariens ou véganes. Vraiment, c'est très difficile de faire en sorte que les gens changent d'alimentation. Pour plein de raisons, hein, plus ou moins, legit, on va dire. En tout cas, c'est hyper compliqué et la part de végétariens dans la population, européenne et française, elle stagne pas mal depuis, 30 ans. Je pense que maintenant c'est beaucoup plus visible et cetera, mais quand tu regardes les chiffres, Ah ça ouais. stagne vraiment, ce qui est un peu déprimant. Mmh. Mm. Et donc en fait, les protéines alternatives et par ailleurs, c'est très difficile de faire en sorte que les politiques mettent en place des mesures coercitives pour limiter la consommation de viande. Je sais pas si vous avez en tête, par exemple, il y a 1 an ou 2 pour l'histoire des cantines végétariennes à Lyon Ouais. où, voilà, ça fait un scandale national parce que pendant, quelques semaines, la mairie de Lyon avait mis des cantines végétariennes, enfin, Ah les ouais. plats étaient végétariens dans les cantines scolaires. D'ailleurs, c'était pour des raisons sanitaires et pas pour des raisons, Ouais. environnementales. Mais voilà, ça a fait un scandale national parce que c'était un maire écolo et donc écologie punitive et cetera. Donc c'est très dur d'avoir des politiques coercitives pour la viande et C'est une si tristesse, putain. C'est un enfer. voilà et si demain vous taxez la viande, je pense que vous dans la rue, vous avez les gilets jaunes, fois 12, quoi. Donc partant de ce Ok. constat, les gens ne changent pas d'alimentation et les politiques coercitives sont très difficiles à mettre en place et très peu populaires. Bah, l'autre solution, c'est de se dire qu'en fait, on va proposer une expérience, gustative le plus proche possible de la viande, mais avec un produit qui n'a pas les inconvénients de la viande. Donc sur le plan environnemental, éthique et sanitaire. Mmh. Et donc, il y a plusieurs, produits qui sont proposés là-dessus. Donc le premier, ça va être tout ce qui est viande végétale, le type, Beyond Burger, les saucisses, véganes et cetera. Donc ça existe déjà depuis, longtemps en fait, les substituts à base de viande, végétale, enfin même le tofu en quelque sorte, hein, qui existe depuis, 600 ans, c'est déjà un peu ça. Mais, ça ressemble pas forcément toujours à la viande et il y a un vrai défi en fait de proposer une viande végétale qui, se rapproche de la viande parce que, voilà, si tu as pas une expérience similaire, les gens, tu vas pas réussir à les convaincre et donc, mais bah, tout ce qui est protéines alternatives végétales, avec voilà, la volonté de substituer à la viande d'une part. Ensuite, plus futuriste, tu as la viande cultivée. Donc la viande cultivée, c'est la production, enfin c'est la 1, 2, 3, la, putain j'ai perdu le mot, la c'est mon sujet d'étude en plus, je vais le Tu faire. dupliques des La culture cellules cellulaire, merci. de. Ah ouais, voilà, Ouais, ok. voilà, en fait, en gros, c'est l'idée, c'est de cultiver des cellules qui sont utilisées, pour produire, de la chair et en fait, par la manière dont on va organiser ces cellules, et les différents types de cellules qu'on va produire, on va essayer de reproduire la viande Hmm. et donc on est sur de la vraie viande au niveau organique. Ouais, tu as parlé? Pardon, c'est mon micro qui a fait un Non, non, retour, non, c'est encore ça. Vas-y, vas-y. désolé. Donc on est vraiment sur de la vraie viande au niveau vraiment, du matériau, mais qui a été produite sans avoir à blesser, d'animaux et à tuer d'animaux parce qu'on a créé cette viande via culture cellulaire.
Donc la viande cultivée, on en est encore assez loin malheureusement au niveau de l'échelle industrielle. Aujourd'hui, on peut en acheter à Singapour. Il y a une boîte qui distribue dans quelques restaurants de la viande cultivée, mais c'est plus de la com parce que ça leur coûte plus cher à produire que ce qu'ils le vendent. Et vraiment, j'insiste sur le fait que on est encore loin d'une production industrielle et c'est pas ça qui va permettre de diminuer la viande suffisamment rapidement pour atteindre les objectifs climatiques. Ça veut pas dire que c'est inutile, hein. C'est comme aujourd'hui, je sais pas, si on crée des centrales nucléaires aujourd'hui, bah, ça va pas aider pour les objectifs climatiques pour 2050, mais ça va être utile après, parce que la lutte contre le changement climatique, ça n'arrêtera pas en 2050 d'un coup. Donc voilà, c'est quand même utile de rechercher sa technologie, etc. Donc, un autre aspect que j'ai évoqué rapidement au début de vidéo, c'est la fermentation. Donc produire des protéines via fermentation. Donc voilà, ça c'est un peu large encore la fermentation parce que on peut entendre plusieurs choses. On peut soit parler juste de la fermentation traditionnelle qui est faite, je sais pas, sur le yaourt, pour la bière, etc. Et qui se fait aussi parfois pour certains produits à base de protéines, comme le tempeh, qui est un vieux produit, vous connaissez peut-être. C'est super bon, j'adore. Ouais, Hem, ouais, un Soit Naturalia. il y a la production de biomasse par fermentation. Donc ça va être de produire, des bactéries, des mycéliums, des levures, en grande quantité et ensuite c'est ces levures-là qu'on va manger, qui vont vraiment être, la biomasse importante et on sait faire des choses qui sont assez intéressantes et assez proches de la viande avec cette biomasse-là. Ou bien il y a ce qu'on appelle la fermentation de précision, qui en fait consiste à modifier génétiquement, une bactérie pour qu'elle produise une protéine d'intérêt. Typiquement, vous allez modifier votre, bactérie pour qu'elle produise de la caséine, donc de la protéine de lait. En fait, du coup, comme ça, vous produisez des protéines de lait grâce à cette protéine, sans qu'il y ait d'animaux qui aient été, utilisés dans le process. Et donc ça va être utilisé pour produire, je sais pas, du fromage, cultivé et cetera. Donc Ça, ça, on peut c'est en la acheter viande ou pas? cultivée. Quand j'achète du tempeh à Oui. Naturalia, du coup, ça compte comme de la protéine fermentée, quoi. Non, ah oui, mais du coup, la 1re catégorie. La catégorie, Ouais, d'accord, ok, j'ai traditionnelle, compris. quoi. Ok. Ok. Mais par contre, donc les protéines de lait produites, ainsi, ça existe déjà aux États-Unis, à l'échelle commerciale plus ou moins. Tu as une boîte qui en produit, Hmm. qui est distribuée dans les supermarchés et cetera et c'est assez fou quand on y pense et mais en vrai, ça C'est existe déjà clair. depuis longtemps parce que la, comment ça s'appelle? On appelle mince, l'enzyme qui est utilisée pour, produire le fromage, la présure. Ah Aujourd'hui, ouais, ok. 90% de la présure, elle est produite de manière artificielle, justement via fermentation. Ok. Ok. Heu, Et, voilà, ça existe déjà depuis longtemps en fait sans qu'on le sache. et, Et donc voilà, et et, donc et, et on a ces protéines insectes, alternatives tu qui nous as pas dit existent. du coup. Voilà, et insectes qui vraiment, à mon avis, est un peu à part, et qui est pas toujours considéré comme une protéine, soutenable, à la fois pour les raisons éthiques que ça pose et même au niveau environnemental. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques à faire par rapport à l'élevage d'insectes parce que on va dire que l'impact environnemental des insectes, quand on les attrape dans la nature et quand on les produit à l'échelle industrielle est très différent et aujourd'hui, il y a vraiment une grosse confusion sur l'impact environnemental des insectes, parce qu'en gros, c'est vu comme une nourriture, à faible impact environnemental, parce qu'on a en tête soit des élevages à très petite échelle, où il y a une grande part de travail manuel, soit parce que c'est des insectes qui sont produits en les frappant dans la nature. Alors qu'en fait, si on pense à l'insecte comme une solution, du futur, ça implique des élevages, à grande échelle et l'impact environnemental est beaucoup plus important et pas forcément C'est- plus intéressant que celui, de la viande, c'est- c'est- notamment celle du Ça poulet. veut dire que là, en gros, dans les solutions dont tu parles, en gros, juste pour comprendre, on est en train de parler d'un ratio, en gros, calories in, calories out, quoi. En gros, et sur les insectes, j'ai l'impression que tu as l'air de dire qu'il va falloir leur donner à manger pas mal de calories afin de récupérer derrière des calories d'insectes, Ouais, alors alors il y a que pas dans que le labo, des le calories, ratio hein. serait meilleur, quoi. Il y a pas que la question des calories, en fait, donc ce qu'on appelle le Feed Conversion Ratio, ouais, c'est en gros, ouais, ça, c'est cette question-là. En gros, Ok. quelles calories tu vas obtenir pour enfin, je donne 3 calories animales, enfin 1, 2, 3, je vais boire et je reviens tout de suite.
J'ai pas entendu. Il allait boire de l'eau, c'est ça? Ça a coupé chez moi. Ouais, ouais. Ouais, ok. C'est le fit conversion ratio, mec. Ouais, j'avais vu qu'une poule, c'était 9 pour 1. Et que c'était la poule, c'est le best. Fit En conversion gros, ratio. tu dois donner 9, tu dois dépenser 9 kilocalories de nourriture pour une poule pour en obtenir une, quoi. T'es de retour. Donc la poule, c'est bien, c'est Ouais. beaucoup. Bah, la poule, c'est Ouais, pas non, que c'est bien, c'est que j'avais lu que c'était le. Ouais. Tom, non, mais on parlait, tu sais, on disait, en gros, si on considère juste le ratio de calories, moi j'avais lu quelque part que la poule, dans les élevages classiques, hein, c'était le plus efficace, mais c'était déjà Ouais. 9 pour 1, quoi. Donc parmi les plus efficaces, ça a quand même pas l'air hyper efficace. C'est-à-dire que tu Après, dois lui donc, donner la méthode de 9 calcul est un peu calories de différente nourriture parce pour que, Ouais. par exemple, tu as des gens qui. Enfin, si tu comptes par exemple uniquement les. Bon, je sais pas si je dis qu'il faut 7 protéines végétales pour faire une protéine animale, peut-être que dans l'autre protéine végétale, tu auras des protéines végétales qui ne peuvent pas être valorisées par l'humain dans tous les cas, tu vois. Donc, du coup, comment tu les comptes celles-là? Tu as Ah plusieurs oui, d'accord. méthodes de calcul. Ouais, ok. Mais d'une manière générale, oui, enfin, en fait, en termes d'impact environnemental, la viande de poulet, c'est celle qui a l'impact environnemental le plus faible et le bœuf le plus fort de très très loin. Mais en fait, le fit conversion ratio, c'est juste un élément à prendre en compte quand tu t'intéresses à l'impact environnemental de ta production alimentaire. Parce que ça, tu vas avoir par exemple aussi la question de la quantité de terre que tu vas utiliser, notamment avec l'idée qu'en fait, si tu as besoin de plus de terre, tu peux créer des pressions euh, pour la déforestation, parce qu'en gros, bah, pour avoir plus de terre, en gros, tu vas pas, faut les créer, et comment tu les crées le plus souvent, c'est en déforestant. Et donc en fait, du coup, non seulement en fait les terres dont tu as besoin en plus, elles peuvent créer la déforestation, mais en plus, c'est des terres qui sont pas utilisées pour capter du carbone, tu vois? Si aujourd'hui, par exemple, tout le monde était vegan, on aurait besoin de 4 fois moins de terre, bah, en fait, tu pourrais capter beaucoup plus de carbone, avec des prairies sauvages, avec des forêts, et cetera. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité carbone, donc ça, c'est aussi important, en fait, la question de l'usage des terres. Ensuite, tu as aussi la question de l'énergie utilisée pour produire, ton aliment et typiquement, en fait, les insectes, comme ils produisent pas leur propre chaleur, tu as besoin, en fait, de les chauffer, tout le Ah, temps ok, à des hautes ok. températures. Donc c'est une production qui est assez, intensive en énergie par rapport au fait Ok. de chauffer, je sais pas, un poulet ou une vache, et Hmm, donc une partie du bénéfice que tu vas avoir, parce que les insectes vont avoir un faible feed conversion ratio, va être compensé par ce plus grand besoin d'énergie pour les chauffer. Heu, hmm, donc voilà, tu as la question, de la use, ce que tu donnes comme aliment aux animaux, tu as la question aussi de l'acidification de l'environnement, de la pollution de l'air. Voilà, faut pas rester trop borgne et uniquement regarder la question d'une part du changement climatique et ensuite uniquement du feed conversion ratio. C'est vraiment, hmm. beaucoup d'enjeux, enfin beaucoup d'impacts différents, avec des mécanismes, différents. Et toi, sur ces différents types de substituts de la viande, lesquels te semblent les plus prometteurs, enfin sur la base du coup des critères que tu viens de décrire? Ouais, alors si on est vraiment, aujourd'hui en 2022, le plus prometteur, c'est clairement la viande végétale, en fait. Parce que, bah, Mm. celle déjà elle existe par rapport à la viande cultivée, ce qui est déjà pas mal, et surtout, les analyses qu'on a pour le moment laissent vraiment suggérer que, la viande végétale, c'est, heu, assez imbattable, quoi. Et en fait, ce qui est encore plus imbattable, c'est de manger directement tes lentilles, ton pois chiche et cetera, sans qu'il ait besoin de passer par une phase de Ouais, transformation pour ressembler à de la viande. Parce que du coup, la phase de transformation va inclure un besoin en énergie supplémentaire, ouais. mais de manière générale, la viande végétale, c'est, déjà très, très bien, parce que ça demande très peu de terre, c'est assez faible en émissions de gaz à effet de serre, heu, c'est vraiment super, ça existe déjà aujourd'hui, donc c'est très prometteur et à mesure que le temps passe, on arrivera à en faire, de moins en moins cher. On réussira aussi, je pense, à avoir, des cultures qui sont vraiment sélectionnées pour avoir une masse protéique importante. En fait, là, les cultures qu'on a aujourd'hui qui sont, des cultures de blé et cetera, elles ont pas été sélectionnées pour leur masse de protéines, pour leur, voilà, part de protéines et donc avec, une sélection génétique des cultures, on pourra être encore plus efficace sur l'impact environnemental
la viande végétale, on sera de plus en plus en mesure aussi de réussir à valoriser ce qui était auparavant considéré comme des coproduits ou des sous-produits de l'agriculture. Exemple tout bête, le sétan, c'est le gluten de blé. En fait, jusqu'à avant, c'était vraiment utilisé, pour nourrir les animaux d'élevage et on l'utilisait pas pour l'alimentation humaine. Et en fait, maintenant, en fait, on s'aperçoit que, en le transformant, on peut en faire des produits, tout à fait bons et tout à fait adaptés pour l'alimentation humaine. Et je pense qu'on aura ça de plus en plus, hein, de produits qui étaient utilisés pour l'alimentation animale, qui sont utilisés pour l'alimentation humaine, grâce à une étape de transformation supplémentaire. Donc Et, bref, tout ça pour dire que le végétal, on est loin d'avoir, touché à tout son potentiel et c'est déjà aujourd'hui quelque chose qui est très efficace sur le plan environnemental. Ça existe, on peut en trouver, assez facilement, même si pas assez. Donc c'est clairement très prometteur, je pense, sur le court terme. Tout ce qui est ensuite fermentation, c'est une catégorie qui est vraiment très large parce qu'on a des technologies, pardon, faut vraiment que j'articule plus, hein. Des technologies très variées nous, on dedans, comprend. qui vont être soit très futuristes, soit qui existent déjà. Donc c'est un peu dur de donner vraiment un avis complet sur juste les protéines produites par fermentation. Mais dans l'eau, il y a des choses très prometteuses, d'autres un peu moins, mais en tout cas, je pense vraiment que d'ici 10-15 ans, même avant, ça peut jouer un rôle important dans la transformation de notre alimentation. Et enfin, la viande cultivée, pour moi, le potentiel, il est vraiment de réussir à conquérir les gens qui sont vraiment imperméables au végétal. Des gens qui sont extrêmement attachés à la viande, parce que ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, quand on fait un peu des études de segmentation des consommateurs, c'est que les consommateurs qui sont intéressés par la viande végétale, par les protéines, végétales, sont pas les mêmes qui sont enthousiastes vis-à-vis de la viande cultivée. Si je schématise encore une fois, la viande végétale, ça va être des gens qui seront plutôt, flexitariens et un public plutôt féminin. La viande cultivée, tu vas aussi avoir dedans des gens qui seront des gros carnivores, et plutôt masculins. Donc on voit que ça touche pas le même public et donc en fait, je vois bien la viande cultivée arriver dans 20-30 ans pour réussir en fait à convaincre un peu ces résistants du végétal, qui se voient pas manger, de la viande végétale, mais qui par contre acceptent la viande cultivée. Donc il y a une sorte de complémentarité entre ces protéines qui font que tout à mon avis doivent être, développées et toutes sont intéressantes. Même si à court terme, c'est clairement le végétal qui a le plus de potentiel parce que, bah, voilà, c'est déjà industrialisé à grande échelle, c'est très bien sur l'environnement et la viande cultivée fera pas forcément mieux au plan environnemental que la viande végétale. Et personnellement, j'ai juste des gros doutes sur, les insectes. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus, qui sera publié, je pense, au moment où ce podcast sera sorti. Donc je l'enverrai sur, Ouais. l'impact environnemental des insectes. Bah, moi personnellement, ouais, j'y crois vraiment pas du tout. D'autant plus que les insectes aujourd'hui sont beaucoup élevés pour servir de feed pour les animaux. T'as regardé le Et film en fait, La du coup, Nuée ou pas? Quel film, pardon? La Nuée. Ah ouais, elle élève des insectes, le film d'horreur un peu là? Où elle a plein de Ouais, criquets dans ouais, sa serre ouais, et ouais. cetera? C'est ça, tu l'as vu ou pas? Ouais, ouais, j'ai vu vite fait. En gros, c'est une meuf qui élève des insectes, du coup, je pense pour des raisons écolo et tout. Et en fait, vu que personne lui achète ces trucs, en fait, bah, petit à petit, elle commence, pour se faire de la thune, à les vendre, bah, comme, ouais, comme ce que tu disais, comme nourriture pour les canards ou je sais plus c'est quoi dans le film. Et en gros, si j'ai bien Ouais. compris le film, c'est un peu une métaphore de la meuf qui voulait bien faire son truc écolo, mais qui à la fin cultive ses insectes pour nourrir des animaux et qui même donne son sang en fait pour les faire croître et tout. Mmh. Si j'ai bien compris le film. Et donc, ouais, je sais pas, ça a marqué et ça me fait penser, ça me fait penser à ce que tu dis. Du coup, ouais, t'as l'air de dire les insectes aujourd'hui, on va les donner à bouffer aux animaux, quoi. Voilà. Et en gros, enfin, c'est intrinsèquement moins efficace de Ouais. directement donner du maïs à un poulet que tu vas ensuite manger, que de donner du maïs à des insectes qui vont le manger et ensuite donner à ton poulet les insectes, tu vois? Oui, Et on est encore mieux, d'accord, tu manges ok. directement le maïs avec les humains. Et le truc, Ouais. c'est qu'en fait, dans les promesses des éleveurs d'insectes, ils disent: «Oui, mais nous, en fait, on va nourrir nos insectes avec, des produits qui sont pas utilisés autrement». Mais en fait, on s'aperçoit que c'est juste pas vrai quand tu regardes ce qu'ils font, en fait.
soit c'est des produits qui sont certes pas consommables pour l'humain, mais qui sont consommables pour les animaux, ou en fait, soit c'est des produits qui, en fait, comme sont de trop faible qualité pour être nourris avec les humains, heu, vont essayer de pas super bonne qualité pour les insectes et du coup l'impact environnemental est un peu, limité, heu, ou bien en fait pour des raisons de, sanitaires, ils peuvent pas non plus leur donner tout et n'importe quoi à leurs insectes. Donc en fait, en gros pour plusieurs raisons que je vais pas étayer parce que c'est un peu long, dans les faits, ces boîtes-là Mmh. qui disent qu'elles vont donner aux insectes des produits qui seraient pas utilisés autrement, en gros des déchets, c'est pas ce qu'elles font et c'est pas imaginable à grande échelle que les insectes se nourrissent uniquement de déchets alimentaires. Enfin, c'est vraiment totalement utopique et Mmh. il faut un OK. peu, call out, ce bullshit, On mettra ton article en lien et tu subiras Ouais. le courroux de tous les lobbyistes du. Non, mais moi, Tout à fait. je voudrais revenir. Je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur les trois dimensions. En fait, ce que tu dis, c'est que sur les trois dimensions en fait, ce que tu dis, c'est la manière dont on doit évaluer notre consommation alimentaire. C'est en fonction de trois dimensions, l'éthique, l'écologique et la santé publique. C'est ça? Ou il y a d'autres dimensions? Ouais, bah, après, tu as évidemment la les dimensions, le plaisir que tu en retires, Ouais. hem et enfin, je pense que, enfin, même si idéalement, on agit uniquement par altruisme et on mangerait des trucs dégueulasses parce que c'est, optimal sur le reste, dans les faits, les gens le font pas et c'est hyper important, en fait, de considérer dans ton potentiel pour les protéines alternatives, leur capacité conquérir les gens, à ce qu'elles séduisent les gens. Heu, Si tu un produit qui est parfait sur tous les plans mais qui est dégueulasse, bah, en fait, il a aucun potentiel parce que personne n'en veut, tout simplement. Ouais. Donc il y a ces dimensions à prendre, Mmh. même si elle est pas altruiste, tu vois? Mais dans l'équation, il faut quand même l'intégrer. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Ouais, du coup, donc en gros, tu as 4 dimensions et j'ai l'impression que, tu vois, donc sur la dimension, santé publique, on commence à avoir, un label d'information, genre le Nutri-Score qui a ses défauts, mais qui commence à apparaître sur tous les produits et qui va être obligatoire bientôt. Sur l'aspect écologique, il y a les trucs d'éco-score, mais c'est genre balbutiant et c'est pas obligatoire et je sais pas si c'est, euh, euh, réaliste ou pas. Mais par contre, tu vois, sur l'aspect santé, en fait, enfin, sur l'aspect, pardon, éthique, aujourd'hui, on n'a pas de label grand public connu, non? Bah, si, ça existe déjà un peu, par exemple, sur les œufs que tu achètes, hein, tu vois, tu as un numéro qui correspond à si l'œuf a été produit, en batterie ou en plein Mmh. élevage plein air et cetera. Donc tu as déjà un peu ça. Après, le problème des labels éthiques, c'est qu'ils sont très peu contrôlés, et notamment aux États-Unis, les boîtes vont marquer, viande produite humainement, ce qui, bon, veut rien dire et en fait, tout le monde peut mettre ça, tu vois? Il y a pas de Ouais, enfin, tu vois, ça coûte rien de mettre ça, tu vois? ouais. Et notamment, tu sais que tu as une boîte, une société d'avocats aux États-Unis qui justement attaque pour publicité mensongère ce genre de pub que fait Ouais, l'industrie de la viande et je pense que c'est très compliqué d'avoir un label, éthique, sur la viande qui veuille vraiment dire quelque chose, tu vois? ok. Hem, C'est ça, en fait, je me demandais, genre, si toi, tu étais à la place du législateur, est-ce que ta reco, ce serait d'essayer de mettre sur tous les produits alimentaires 3 labels, un d'éthique, un de santé et un de écologique, et tu te dis, là, j'ai apporté le bon niveau d'information au consommateur pour qu'il puisse faire son choix en âme et conscience, ou tu considères que c'est pas la bonne solution? En fait, je pense que les solutions, elles sont multiples. Enfin, comme souvent, Ouais, il y a pas de silver bullet. Il y a pas de solution miracle. Je pense que les labels peuvent aider, notamment, moi, j'aimerais beaucoup qu'on mette, un peu partout, l'impact environnemental, de l'alimentation, tu vois? Quand tu as ta carte au restaurant, il y a marqué, bah, ton burger de bœuf, il va émettre tel gramme de CO2 dans l'atmosphère, alors que ton burger végétal, il va en émettre 5 fois moins, tu vois? Je pense que ça c'est important, en fait, déjà pour, que le consommateur ait bien toutes les informations à disposition, heu, parce que parfois le consommateur veut bien faire, mais il y a pas ces infos et sans les bonnes infos, tu peux pas faire des bons choix. Donc ça, c'est important et voilà, un label environnemental, je pense, serait super. Un label santé, encore une fois, le Nutri-Score, c'est un label qui s'intéresse, à la santé, on va dire, en termes, personnels. Toi, sur ton corps,
qu'est-ce que ça va faire en gros, quel rapport, une questionnement, qu'est-ce que ça va apporter, mais le Nutri-Score ne dit rien de la question de la résistance, des zoonoses, etc. Et en fait, je pense, par exemple, sur les questions de zoonoses, c'est très compliqué d'avoir un label Bah oui, tu m'étonnes. parce Ouais. que parfois l'élevage Ouais. intensif va être mieux pour limiter les zoonoses, parce qu'en fait, les animaux en fait sont pas en lien avec le. J'ai beaucoup en fait, je suis désolé. Donc parfois l'élevage intensif est mieux pour limiter les risques de zoonoses, comme tu n'as pas de contact entre les populations d'animaux sauvages Ouais. et les animaux d'élevage. En fait, les animaux, si tu veux, ils risquent pas de filer la maladie à d'autres animaux et de créer des trucs comme ça. Pour ça qu'en cas de grippe aviaire, les animaux doivent être enfermés dans des hangars et compagnie. Mais en même temps, l'élevage intensif favorise beaucoup plus les contacts entre animaux très proches, et parfois il est pire pour les zoonoses. Tu vois, c'est vraiment du contexte. euh, donc t'as pas de solution. Enfin, la meilleure solution, c'est de plus manger de viande, tout simplement, évidemment. Mais avoir un label, tu vois, sur les zoonoses, c'est compliqué. Et typiquement, le label n'apporterait pas une bonne solution pour sensibiliser à cet enjeu-là. Ok. Donc, label, oui, je pense notamment pour la question environnementale, ça peut être super d'en avoir, mais sur les questions éthiques et sanitaires, c'est plus limité, je pense. À la rigueur, oui, avoir un label viande sans OGM, pourquoi pas, tu vois, ça pourrait aussi se faire. Ok. Je regarde le chrono là et je me disais, Georges, à moins que tu aies une espèce de question où en gros tu serais hyper malheureux là, de ne pas la poser. Je voulais peut-être proposer à Tom de conclure, peut-être en disant, je sais pas s'il y a un truc qu'il voulait mentionner, qu'on n'a pas mentionné, s'il voulait donner des adresses de sites internet, whatever. Enfin, en gros, donc je sais pas, Georges, est-ce que toi, t'es satisfait là de. Est-ce que ça a étanché ta Non, bah, curiosité non, c'est bon, j'ai plein de questions, mais on va pas non plus abuser de ton temps, Tom. C'est bon, Mais tu voilà, n'hésite pas si t'as un truc à dire, ça va. un coup de Ouais. gueule à faire passer. Ouais, Tom, vas-y, du coup, carte Non, bah, blanche. Je sais tout pas s'il y a d'abord, un truc que tu voulais. carte blanche, ouais. Bah déjà, enfin, merci de me permettre de parler de ces sujets qui me tiennent à cœur, et j'espère que j'en ai bien parlé, que les gens qui ont écouté se seront dit ah ouais, ça a l'air cool, et pas putain, ce mec en parle super mal, ça n'a pas du tout ça n'a pas du tout donné envie de m'y intéresser. Et si ce que je vous ai dit vous a paru horrible ou pas du tout pertinent, bah n'hésitez pas à checker d'autres sources par rapport à ça. Enfin, n'hésitez pas, je sais pas, à aller sur le site effectivealtruism.org et voir ce qu'eux en disent, et si c'est juste moi qui suis un très mauvais communicant, ou si en effet c'est vraiment un mouvement tout pourri qu'il faut absolument combattre. Voilà, enfin, en gros, n'hésitez pas à remettre en question ce que je dis, à la fois quand vous êtes content de ce que je dis, que ça vous semble pertinent, se dire ok, est-ce que je peux pas challenger ce qu'il dit, mais à la fois quand vous n'êtes pas content de dire ok, c'est juste très mauvais et qu'il n'y a pas le son intéressante. Enfin, bref, n'oubliez pas ma parole, peu importe ce qu'elle a dit, et peu importe à quel point elle a résonné en vous ou pas. Première chose. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a plein de super ressources qui existent sur tous les sujets qu'on a abordés. Donc, sur la question des protéines alternatives, je pense que la référence, ça va être tous les travaux et rapports qui sont produits par le Good Food Institute. Donc, c'est en anglais, malheureusement. Mais ils font des rapports très complets sur à la fois la science de la protéine alternative, comment ça fonctionne, quel challenge, où ça en est au niveau de l'environnement, où ça en est commercialement, etc. C'est vraiment la référence. Pour tout ce que vous aimeriez voir du côté de l'AE, il y a plusieurs solutions. D'une part, donc, il y a le site effectivealtruism.org qui a plein de ressources à proposer en ligne pour en apprendre plus. Il y a évidemment le site de l'association Altruisme Efficace France. On a aussi un Discord que vous pouvez rejoindre, sur lequel vous pouvez échanger avec des gens du mouvement qui sont ravis de vous orienter vers plus de ressources. Et aussi, on est très très ouvert aux critiques dans l'AE en général, pas seulement AEF, mais vraiment le mouvement en général. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a le Center for Effective Altruism qui a créé un concours avec 100 000 $ à distribuer pour les meilleures critiques de l'altruisme efficace. Donc c'est pas 100 000 $ par personne, c'est au total parmi les différentes critiques. Mais Oui. voilà, en gros, c'est pour que les gens qui ont des critiques soient motivés à les faire.
ils payent les gens et les meilleurs critiques sont récompensés financièrement. Donc, tout ça pas pour dire, enfin, c'est pas pour dire qu'on a forcément raison comme les meilleurs critiques, mais c'est pour dire que on prend vraiment au sérieux les critiques, on essaie de les considérer. Et évidemment, avant de faire une critique, c'est mieux si vous avez lu un peu sur l'AE pour être sûr que vous avez bien compris ce qu'on dit et vous faites pas une critique totalement à côté de la plaque. Mais si vous pensez avoir des vraies critiques, bah, franchement, n'hésitez pas à nous les communiquer, on sera trop heureux d'entendre ce que vous avez à dire. Donc, ouais, intéressez-vous à ce que j'ai dit si ça vous semble bah intéressant. super. Et n'hésitez pas à demander plus de ressources, soit sur le Discord de l'AE, soit moi personnellement via Twitter. Normalement, je suis assez accessible. Voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Tom. Et je Ouais. vois que Georges a kiffé. Ouais, bah même, merci beaucoup. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. Cool. Et genre 2 heures, je trouve que c'est pas assez. Je serais bien resté 22 heures. Mais voilà, j'espère que ça a donné envie aux gens de s'intéresser. Ouais. Et vraiment, et même tout l'aspect philosophique aussi. En fait, je trouve que c'est toute la démarche, je la trouve vraiment passionnante. Et les questions, déjà la démarche d'être ouvert aux critiques, la démarche de réfléchir sur quel est ton objectif, etc. Je trouve qu'il y a une forme de cadencement de la démarche intellectuelle qui est saine. Et par ailleurs, genre tous les aspects moraux derrière, je trouve ça passionnant. Donc, merci. Ouais, c'est stimulant, c'est hyper stimulant de s'y pencher. J'espère que ça a été articulation parce que notamment au bout de 2 heures à parler, je pense que c'était moins audible, mais que ce sera quand même Bah, moi, j'ai compréhensible. très bien compris, donc je pense que Ok, c'est bon bah nickel. tant mieux. Et bah peut-être Et ouais, bah, qu'on fera du coup un livre de type de Peter Singer, Altruisme efficace, ou celui sur les animaux. Ça peut être intéressant du coup pour Ouais, approfondir le surtout que sujet. j'ose moins recommander des livres comme c'est moins accessible, comme souvent, enfin, faut acheter quoi. Mais oui, il y a plein de super livres que je peux vous Ouais. recommander. Notamment, au sein de l'AE, il y a un bouquin qui s'appelle Doing Good Better de William MacAskill, qui est considéré comme une bonne introduction aux Ok. idées du mouvement. Ok. Ok. Ok, donc Et limite plus The que Precipice Altruisme que vous efficace connaissez de Peter Singer, quoi. De quoi? Pardon? Donc limite Doing Good Better, c'est limite mieux que Altruisme efficace de Peter Singer, toi, tu dirais. Moi, je trouve. Après, c'est, enfin, Non, tout non, le mais monde n'est ok, pas d'accord. ouais, on prend tes recommandations. Et The Precipice, on l'a déjà fait, donc celui-là était vraiment bien. Ouais, sur la question existentielle, ouais. Et là, j'ai pas du prochain bouquin de MacAskill qui sort en août, le 16 août, qui est What We Owe to the D'accord. Future, qui pareil est très axé Ouais. long-termisme et qui apparemment est génial d'après les bêta-lecteurs. Bah, super. Bah écoute Tom, merci beaucoup, c'était un plaisir. Enfin, c'est passé super vite, comme a dit Georges. Et Ouais, j'espère que c'était cool. plaisir. Merci à vous.